Alors, sans plus tarder, je laisserai un mot de bienvenue à Pierre-Luc Lachance, du district de Saint-Sauveur-Saint-Roch. Merci beaucoup, Dave. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents avec nous ce soir. Une bonne séance d'information ce soir sur un projet qu'on a un peu fait une pré-annonce en janvier dernier lorsqu'on est venu positionner la vision 10 ans pour les corridors Vélocité. Donc, c'est une vision qui a été annoncée en janvier, sur laquelle vous avez peut-être vu passer dans les médias, où on est venu exposer les 150 kilomètres que composeront le réseau des corridors Vélocité à travers l'ensemble des secteurs de la Ville de Québec pour avoir vraiment un réseau maillé, un réseau qui permet un déplacement sécuritaire d'est en ouest, du nord au sud à plusieurs endroits. C'est un réseau qui veut se relier 85 des quartiers de la Ville de Québec. Et pourquoi on fait ce réseau-là? On le fait pour, avant tout, la sécurité. La sécurité des gens, parce qu'on sait que le déplacement actif amène un élément de sécurité, mais ça permet aussi une reconfiguration des espaces lorsqu'on fait les projets d'implantation permanente. Aujourd'hui, par contre, on vient vous présenter un projet qui est qualifié d'évolutif. Pourquoi évolutif? C'est parce qu'on n'est pas prêt à refaire Marie de l'Incarnation tout. On est donc dans une démarche qui est un peu plus légère en termes comme on dit, d'infrastructure. En fait, il y a très peu d'infrastructures, beaucoup d'équipements et de signalisation de marquage. Mais je veux quand même vous indiquer que le projet qui va être final sera fait dans quelques années. Donc, on est vraiment dans une démarche de projet évolutif, ce qui vous sera présenté ce soir. Et on a aussi une période à la fin qui est un peu plus des questionnements pour lesquels vos éclairages seront très utiles. Je vais céder la parole, c'est Véronique et Jérôme, je crois, qui fait le gros de la présentation, et David. Donc, je vais céder la parole à Véronique qui doit tout de suite commencer, à moins que ce soit David cette fois-ci. C'est David. Ils font toujours le coup. Quand je pense que c'est une, c'est l'autre qui est présent. Alors, merci beaucoup. Je vais attendre que la présentation se bascule. Donc, bonsoir, je suis David O'Brien, directeur de projet mobilité à la Ville de Québec. Je dirige l'équipe Vélocité, donc, qui est avec nous ce soir de cette présentation. Peut-être deux mots là, très rapidement. Qu'est-ce que l'équipe Vélocité? C'est une équipe intégrée qui a été créée là, en octobre 2022, donc pour implanter sur le territoire de la Ville des corridors vélo, donc le corridor Vélocité dont vous avez entendu parler, c'est pour le fait notamment sur le chemin Sainte-Foy en 2023. C'est une équipe intégrée, donc, qui est composée de l'ensemble des cadres de métier. On retrouve dans l'équipe ingénieur, conseiller en planification des transports, architecte du paysage, technicien en génie civil, ainsi de suite. Là. Donc, vous avez là, divers cadres de métier qui sont dédiés là, à 100% à la création, à la conception de ces projets-là et au suivi. Donc, c'est une nouvelle façon de faire à la Ville d'avoir une équipe projet là, complète, là, dédiée donc, à l'atteinte des objectifs qu'on s'est donnés. Ce soir, tout particulièrement, nous, on vient vous rencontrer pour la rue Marie de l'Incarnation et on a deux objectifs dans cette présentation. Si la présentation peut changer, je crois, Dave, que ça va s'en venir. Voilà, merci. Alors, on a deux objectifs. Vous présentez donc la proposition d'aménagement d'un corridor, mais c'est bien une proposition d'aménagement, et obtenir surtout vos commentaires et vous entendre sur le projet et les besoins de la Marie de l'Incarnation dans le cadre de l'aménagement du lien cyclable. Vous allez voir tout au long de la présentation, on va soulever divers éléments. On vous a sondé aussi, vous avez eu un sondage en ligne, là, donc on va revenir là-dessus. Et ça va nous permettre là, de faire le suivi sur les données. Donc, dans les sujets, là, brièvement, on va faire une mise en contexte sur la vision de la mobilité active. On va vous présenter donc les données d'avant-projet, les interventions prévues sur Marie de l'Incarnation, les impacts appréhendés, parce que oui, avec tout projet, il y a évidemment des impacts. Par contre, lorsqu'il y a impact, il y a mesure d'atténuation, donc ça va être présenté tout à l'heure. Et les prochaines étapes aussi par la suite, là, où on s'en va avec ça et à quel moment le projet va pouvoir se réaliser. Et évidemment, il y a une période d'échange qui est l'autre moment fort de la soirée où on va vous entendre. Donc, l'équipe est disponible évidemment par la suite pour répondre à toutes vos questions. Donc, voilà un peu le portrait pour ce soir. Et là, je cède la parole à Véronique ainsi que la télécommande. Donc,
Je pense. Remarquez qu'on n'a pas le support de niveau. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Véronique Sanson. Je suis conseillère en planification du transport dans l'équipe de mobilité active et l'équipe des corridors de vélocité là, à la Ville de Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, on voulait vous faire une brève mise en contexte de ce projet-là. En fait, en septembre 2022, il y a un nouvel outil de planification qui a été adopté à la Ville de Québec qui s'appelle la Vision de la mobilité active, qui a été adopté suite à près de 2 ans de consultation. Puis dans cette vision-là, il y a une des actions importantes là, du plan qui est de créer des corridors de vélo à haut niveau de service qu'on appelle maintenant les corridors vélocités. En fait, les objectifs de la vision, là, je vous mets les principaux, puis c'est à garder en tête. Donc, bien sûr, c'est d'offrir des options en transport actif ou collectif aux citoyens pour que les gens aient le choix et sans imposer un choix obligatoire là, par manque d'alternatives. Bien sûr, dans le contexte actuel, bien, on souhaite proposer des options de déplacement qui sont sobres en carbone, qui desservent les principaux lieux d'intérêt de la ville. Puis, on souhaite repartager l'espace disponible pour assurer le confort et la sécurité de tous. Des bienfaits, très rapidement, je pense que c'est des choses auxquelles les gens sont assez sensibilisés, mais on trouve ça important de vous le souligner. Il y a beaucoup de bienfaits environnementaux qui sont présents là, dans l'utilisation des transports actifs et des transports collectifs. Donc, par exemple, l'empreinte environnementale d'un cycliste est beaucoup plus réduite là, que celle de l'automobile. Puis, à Québec, là, on sait que le transport routier est responsable de 70% des GES. Donc, on sait qu'on a du travail à faire là, sur cet élément-là. Au niveau de la santé, il y a plein d'avantages, autant au niveau individuel que collectif. Donc, on veut encourager là, notre population à être en santé, à être active au quotidien, puis c'est en offrant des alternatives qu'on va être en mesure là, de le faire. Au niveau, je me trompe, okay. Au niveau économie locale aussi, il y a plusieurs avantages. Il y a de plus en plus d'études qui se penchent sur cet aspect-là. Comment la pratique du vélo, de la marche, du transport en commun dans le quotidien va amener les gens à encourager les commerces de proximité, va amener les gens à encourager l'économie vraiment locale. Vélo Québec a entre autres fait là, une étude sur l'effet économique là, du vélo. Puis on remarque là, que sur des rues commerçantes où on a du vélo, des liens cyclables puis des trottoirs là, de qualité, on va avoir une augmentation des visites, une augmentation de la vente, des dépenses moyennes. Et au niveau de la collectivité aussi, c'est beaucoup moins cher là, d'investir dans la mobilité active que dans la mobilité plus individuelle. Bien sûr, pour nous, excusez-moi, je m'habitue à la manette. C'est important d'avoir une approche qui est rigoureuse et qui est rationnelle par rapport à ça. Donc, on a fait faire une étude là, avec la chaire de Polytechnique Montréal pour aller essayer de calculer c'est quoi le potentiel de développement des transports actifs là, dans la région de Québec. Et c'est environ 268 000 déplacements par jour qui, actuellement, sont de courte distance et sans niveau de complexité. Donc, ce qu'on entend par là, c'est par exemple quelqu'un qui ferait 1 kilomètre pour aller à la garderie, mais ferait par la suite 15 kilomètres pour aller au travail. Bien, ce déplacement-là est retiré de l'étude parce qu'on le considère compliqué. Donc, on a vraiment pris les déplacements les plus simples qui étaient de courte distance. On leur a attribué un seuil d'âge également. Par exemple, on assume qu'un enfant de 10 ans n'est pas en capacité de faire le même déplacement qu'un adulte de 40 ans. Puis avec ça, ça nous a donné des potentiels répartis à l'échelle de la ville. Donc, on en a dans l'entièreté des arrondissements de ces potentiels-là. Puis, on est allé voir aussi les déplacements de moins d'1 kilomètre. Actuellement, c'est 45% seulement des déplacements de moins d'1 kilomètre qui sont faits à pied, 50% qui sont faits en automobile. Donc, bien sûr, on se garde toujours une petite nuance ici. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité physique ou intellectuelle, ou bien qu'il y a diverses raisons là, dans leur parcours de vie qui ne peuvent pas emprunter les modes de transport actifs, mais on se doute que sur ce 50%-là, il y a quand même un potentiel qui est intéressant. Même chose, on a fait la même chose pour le 5 km et moins. On utilise toujours le 5 km dans la littérature, étant donné qu'en heure de pointe, le 5 km est plus rapide en vélo qu'en auto dans les milieux urbains. Vous voyez qu'actuellement, on a à peu près 2% de ces déplacements-là qui sont faits à vélo, ce qui est très peu, 77% de ces déplacements-là qui sont faits en auto. Donc, nous, on se dit, on a vraiment
un potentiel super important à matérialiser, puis c'est pour ça que ça vaut la peine d'investir dans des infrastructures de qualité. Donc, les corridors de vélocité, qui est le type de projet qu'on vient vous présenter aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des voies sécurisées pour les cyclistes. C'est une occasion de repartager l'espace public. On souhaite diminuer les conflits entre les différents modes aux intersections particulièrement, mais ailleurs également. C'est un type de projet qu'on voit apparaître vraiment partout à l'international, là, que ce soit au niveau nord-américain, européen. C'est vraiment une tendance là, mondiale d'aller vers ce type d'aménagement-là. Puis, ça permet d'accueillir un nombre élevé là, de cyclistes. Je veux vous souligner aussi que c'est une occasion de travailler les autres enjeux de la rue. Donc, c'est notre vision à la ville, en fait. On ne veut pas seulement travailler des enjeux liés au vélo. On veut vraiment en profiter pour travailler l'espace aux piétons, par exemple, le confort des piétons aux intersections, la vitesse automobile, donc améliorer la qualité de vie là, des citoyens qui habitent à côté de ces liens-là. C'est super important pour nous. Rapidement, des critères ou des éléments un petit peu plus techniques. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça ne change pas. Ah, super. Donc, des éléments un petit peu techniques, là, comment différencier un corridor vélocité versus un lien cyclable plus traditionnel. OK, merci. Donc, tout d'abord, c'est des liens qui sont un petit peu plus larges que d'habitude parce qu'on veut que les cyclistes puissent se dépasser, mais on veut aussi qu'un papa ou une maman puisse accompagner son enfant à l'école. Vous savez, souvent, ça roule un petit peu en décalé là, pour protéger l'enfant. Donc, on veut que les gens aient la possibilité de faire ça. Il y aura une identité visuelle forte qui va être développée aussi. Ça va être très facile de savoir que les gens sont sur un corridor et vers où aller pour rejoindre un autre corridor. C'est des liens qui sont généralement séparés de la circulation automobile. On les veut efficaces et rapides. Attention, j'entends pas ici vitesse extrême des vélos. On veut pas que ce soit des corridors de course pour des gens comme Pierre-Luc qui s'entraînent. On veut vraiment que ça soit pour des déplacements quotidiens, mais c'est plus l'aspect efficacité ici là, qu'on veut souligner parce on le sait qu'actuellement, notre réseau est assez tortueux à Québec, là, donc on veut le rendre un petit peu plus efficace. Et c'est des liens qui vont être entretenus dès leur mise en place en 4 saisons, donc des liens accessibles 4 saisons par année. Et finalement, ben, on vient travailler les feux de circulation aussi dans ces projets-là là, pour le transport actif, donc les piétons, les vélos. Véronique a remarqué le bien que je parle. Oui. Bien trop fort. Check, check, check. C'est bon. Largeur suffisante pour permettre le dépassement ou l'accompagnement. On remarque, depuis qu'on a mis en place d'autres installations de type corridor vélocité à la ville, que c'est aussi beaucoup utilisé par les personnes en situation de handicap, car les couloirs sont plus larges, et il y a moins d'obstacles que les trottoirs, moins de, comme on dit, de petites montées, de petites descentes. Donc, on a eu des rencontres avec les personnes, les organismes de personnes en situation de handicap physique, et ils nous ont mentionné que les corridors, pour eux, représentaient un potentiel extrêmement intéressant pour leur clientèle à ce niveau-là. Donc, on marque l'aspect en haut de le dépassement et l'accompagnement, mais aussi pour l'utilisation pour les personnes en situation de handicap. Excellent. Donc, c'est la bonne entrée de jeu pour la diapositive. C'est probablement la diapositive la plus importante de la mise en contexte. Puis j'en ai glissé un petit mot déjà en faisant une blague sur Monsieur Lachance. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que les corridors de vélocité, ce n'est pas synonyme d'autoroute vélo. C'est vraiment dans l'objectif de rendre les aménagements confortables pour le plus de personnes possible. Donc, des enfants, des adultes, des aînés, des gens qui sont plus des cyclistes occasionnels, des gens qui sont cyclistes un peu plus chevronnés. Donc, c'est vraiment l'objectif, là, vous le voyez dans l'image, c'est une image du gouvernement américain là, que vous avez, mais c'est rejoindre le 50 à 56 % des gens qui vont prendre leur vélo seulement si c'est séparé physiquement de la circulation automobile. Donc, c'est vraiment cette clientèle qu'on attaque. On ne s'adresse pas là, nécessairement aux cyclistes chevronnés.
Finalement, là, les corridors Vélocité, c'est un réseau. Il va être complémentaire au réseau cyclable actuel. C'est important de le noter. C'est pas parce qu'on développe les corridors Vélocité qu'on va arrêter de développer le reste du réseau. Ça peut être des liens que vous connaissez déjà, qui vont être seulement mis à niveau, donc dont les caractéristiques vont s'améliorer, comme ça peut être la création d'un nouveau lien, là, comme on vient se parler ce soir. C'est tous des axes qui ont été choisis à partir d'analyses d'opportunités potentielles. Donc, on va vraiment loin là, dans la recherche de données, puis en fait dans la recherche scientifique là, finalement pour que nos liens soient basés sur des besoins. Bien sûr, on veut que le réseau soit maillé, continu, connecté et desserve un maximum de personnes. Dernier petit point d'information là, dans la mise en contexte, on en a glissé un mot d'entrée de jeu, mais le réseau se développe de deux façons. Donc, il se développe de façon des aménagements évolutifs, qui est ce qu'on vient vous parler ce soir. À ce moment-là, c'est vraiment la mise en place d'aménagements sans travaux majeurs. Donc, on vient travailler un petit peu plus des voleurs, du marquage, de la programmation au flux de circulation. C'est une occasion aussi pour nous de tester certaines choses, de bonifier certaines choses. Donc, on a une plus grande flexibilité là, dans l'évolution de l'aménagement par la suite. Puis sinon, il y a les projets permanents, qui est là un petit peu plus des projets que vous connaissez, là, qui vont souvent inclure des travaux d'aqueduc, par exemple, en souterrain, et qui vont nous permettre d'aller travailler vraiment l'entièreté des enjeux de la rue, puis de bonifier l'expérience là, pour tous les modes là, de transport, finalement. Donc, les aménagements évolutifs, il faut se rappeler que malheureusement, on doit travailler dans l'emprise de rue existante dans ces projets-là. Donc, comme on ne fait pas de travaux de géométrie, on ne va pas aller toucher aux bordures de trottoirs. Fait que c'est important pour nous de vous le rappeler. Dans le projet Marie de l'Incarnation qu'on vient vous parler aujourd'hui, on ne va pas aller toucher à l'élargissement des trottoirs parce que pour l'instant, on est en mode évolutif pour grandir là, éventuellement vers un projet permanent. Donc, le cœur de la présentation aujourd'hui, c'est de venir vous présenter l'implantation d'un CVC. CVC, c'est l'acronyme, le corridor Vélocité, je risque de le dire à quelques reprises ce soir. Donc, de Marie de l'Incarnation. Donc, vous l'avez situé là, dans le plan qu'on a dévoilé là, un petit peu plus tôt en janvier, là, comme l'a mentionné M. Lachance. Donc, c'est vraiment le tronçon entre la rue Guyard et la côte de la Pente-Douce. Donc, le projet, c'est de venir insérer des bandes cyclables unidirectionnelles séparées par une zone tampon et des bollards. Donc, encore une fois, c'est des interventions qui sont minimales et éventuellement, là, voudrait amener vers un projet de réaménagement plus formel. Sachez toutefois que si c'est le cas ou lorsque ce sera le cas, il y aura aussi un processus de consultation attaché. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on se dit ce soir qui vont influencer un projet permanent. Ça, c'est bien important là, de le comprendre. Ça viendra en deuxième lieu. Donc, le projet 1,2 km, là, vraiment de la rue Guyard à la côte de la Pente-Douce, qui va être fonctionnel à l'année avec des connexions avec le réseau cyclable là, actuel, comme la rivière Saint-Charles, Raoul-Jobin et la côte de la Pente-Douce. On voulait essayer de vous amener un petit peu dans la façon qu'on travaille à la ville. Donc, on voulait vous présenter quelques données d'avant-projet qu'on avait pour commencer la conception du projet. Donc, premièrement, bien sûr, l'axe Marie de l'Incarnation, on a 4 sites accidentogènes de la stratégie de sécurité routière, qui est un outil de planification de nos collègues. Là, donc, 4 lieux qui sont problématiques là, au niveau de la sécurité. Montmartre, l'intersection Saint-Vallier, Raoul-Jobin et Charest. On a 398 accidents en 5 ans, dont 22 incluant des piétons et des cyclistes. Pour 1 kilomètre, c'est beaucoup. Je vous le cacherai pas, là, c'est un axe où il y a quand même beaucoup d'accidents. Puis, vous êtes à même de le savoir, là, vous êtes des pros de votre secteur. Marie de l'Incarnation a une géométrie particulièrement l'arrivée après l'intersection Charest. Donc, il y a une disparition de voies, une réapparition de voies. Donc, cette espèce de géométrie un peu particulière-là engendre quand même des enjeux, puis on voulait en tenir compte là, dans notre projet. Au niveau de l'environnement humain, il y a énormément de destinations humaines sur Marie de l'Incarnation. Donc, l'école primaire Saint-Malo, que vous devez connaître, le centre communautaire Monseigneur Bouffard, une résidence là, de personnes âgées, la coopérative d'habitation La Providence,
le carrefour des enfants de Saint-Malo et des lieux de culte, donc l'église Saint-Malo, l'église Chemin de Vie et la mosquée de la capitale. Donc, il y a vraiment énormément d'humains là, qui se rendent sur l'axe pour leur vie communautaire. Au niveau économique, on a beaucoup de commerçants sur l'axe. La majorité de nos commerçants ont des stationnements hors rue et la livraison de ces commerces-là se fait principalement soit dans les rues transversales ou sur leur propriété, donc en dehors de la rue Marie-l'Incarnation. Puis finalement, au niveau du transport en commun, on a 8 parcours, dont un métrobus, 9 arrêts de transport en commun, une voie réservée en direction sud, pas de voie réservée en direction nord. Ensuite, on est allé voir qu'est-ce que le conseil de quartier nous a demandé dans les 4 dernières années là, au sujet de Marie d'Incarnation. On a eu quand même beaucoup de demandes. Vous avez les dates. Je ne reviendrai pas en détail, mais globalement, le conseil de quartier nous parlait de la sécurité de l'intersection Charest, Marie de l'Incarnation, de l'ajout du sport à vélo sur Raoul-Jobin, beaucoup de résolutions de demandes pour la sécurité près de l'école Saint-Malo, même une manifestation là, autour de l'école. Donc, on voit que c'est vraiment un enjeu qui mobilise dans le secteur. Dans le cas de la vision de la mobilité active, on avait mis en place une carte interactive que les gens pouvaient aller nous taguer, excusez-moi l'anglicisme, les points d'enjeu à travers toute la ville. Les points sont Marie de l'Incarnation, vous les avez à l'écran. Donc, besoin d'améliorer les aménagements pour les piétons, des virages à droite dangereux, l'intersection Raoul-Jobin qui est dangereuse pour les piétons, le désir d'avoir un boulevard urbain sur Marie de l'Incarnation et bien sûr, beaucoup de commentaires pour l'intersection avec Charest. Au niveau du vélo, ben, c'est une demande qui est récurrente, là, demander l'ajout d'un lien cyclable sur Marie de l'Incarnation, puis de mieux connecter aussi là, Marie de l'Incarnation avec la rivière Saint-Charles. On a un outil à la ville qui s'appelle les Sésames. C'est le 3 en 1. Donc, quand les gens appellent au 3 en 1, ils font des demandes. À chaque projet, on va ressortir les demandes des 5 dernières années pour voir qu'est-ce que les gens nous ont demandé le plus sur Marie de l'Incarnation. On a eu 56 demandes dans les 5 dernières années et la majorité concernait le non-respect des feux piétons par des automobilistes quand c'est le temps de passer là, pour les piétons. Je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup. D'habitude, ce qu'on reçoit le plus, c'est état de la chaussée, nid de poule. C'est souvent ça la catégorie la plus élevée. Mais dans le cadre là, de cette rue-ci, c'était une infraction au cas de la sécurité. Ensuite, on a fait un questionnaire en ligne au mois de décembre et janvier dernier. On a eu 474 répondants. Ça aussi, c'est beaucoup. D'habitude, quand on est dans des questionnaires plus locaux, sur une rue précise, on n'a pas autant de participants. Donc, c'est une rue qui est intéressante là, pour les gens du quartier. On a quelques résultats intéressants. On s'est basé sur ces résultats là, pour nous permettre de concevoir le projet. Donc, on demandait aux gens, est-ce que vous êtes à l'aise de laisser un enfant marcher seul sur la rue Marie de l'Incarnation, étant donné qu'on connaît la proximité de l'école? Bien entendu, ce n'était pas une surprise de notre part aussi, mais près là, de 65% des répondants ont répondu que non, ils n'étaient pas à l'aise de le faire. On demande le sentiment de sécurité aussi par mode. Donc, quand vous êtes à pied, vous vous sentez comment en vélo et en auto? Je vous dirais que c'est des chiffres très bas. Généralement, en auto, c'est plus élevé que ce qu'on voit là. À vélo, c'est très faible. Piéton, c'est très faible. Donc, on voit vraiment que les gens sentent pas que Marie de l'Incarnation, c'est convivial là, comme endroit. Ensuite, on demande aux gens, est-ce que vous jugez qu'il y a un problème de vitesse? Puis si oui, à quel moment de la journée c'est plus problématique? Donc, bien entendu, on juge que oui. Sur Marie de l'Incarnation, il y a des enjeux de vitesse, là, particulièrement dans les heures de pointe, qui sont les moments les plus problématiques. On a posé la question, c'est quoi les intersections les plus dangereuses pour vous? Charest, bien entendu, ressort très fort. Saint-Vallier, Aqueduc et Raoul-Jobin sont le top 4 des intersections plus dangereuses. Les priorités de réaménagement là, pour les gens qui ont répondu au questionnaire, les 3 priorités qui sont ressorties le plus, c'est l'amélioration des infrastructures cyclables, ce qui est quand même un nombre assez élevé aussi, de sécuriser les intersections et d'apaiser la circulation. Donc, c'est dans les objectifs là, qui nous ont aidés à concevoir le projet. On demandait particulièrement pour les piétons, les priorités pour un piéton qu'on devrait travailler le plus pour sécuriser le projet. Ce qui ressort le plus, sécuriser les intersections, réduire la vitesse
et diminuer le temps d'attente aux intersections là, avant d'avoir le feu piéton pour permettre le passage. Finalement, il y a toujours une question ouverte dans nos questionnaires où les gens peuvent vraiment nous faire tous les commentaires qu'ils veulent par rapport aux enjeux et aux besoins de mobilité sur leurs axes. On en a reçu 198. On essaie de faire un classement le plus rationnel possible. Donc, vous voyez, entre parenthèses, c'est les mentions. Donc, le nombre de fois que cette mention-là est revenue en commentaire. On voulait être très transparent avec vous. Vous voyez, le premier, c'est ajout d'un lien vélo. Mais si vous allez dans la colonne de l'autre côté, il y a des gens aussi qui nous demandent de ne pas en ajouter. Donc, on voulait vraiment que vous ayez le portrait global puis que vous voyez que notre rôle, des fois, c'est d'un peu de concilier entre des opinions contraires. Parfait. Donc, je passe la parole à Jérôme pour la suite. Merci beaucoup, Véronique. Bonsoir tout le monde. Je me présente Jérôme Nadeau, chef d'équipe ingénieur de l'équipe Vélocité. Je suis accompagné également de Hélène Salès, qui ne parlera pas pendant la présentation, mais qui a travaillé énormément sur le projet, va être là aussi pour répondre aux questions à la fin, qui est candidate à la profession d'ingénieur. Donc, je vous présente ici les interventions qu'on propose pour 2024. Donc, c'est possible. Merci. Donc, au niveau des interventions qu'on prévoit faire sur la rue Marie-l'Incarnation, on parle d'ajouter des pistes cyclables unidirectionnelles, donc une piste cyclable de chaque côté, de chaque direction. L'ajout de bollards, l'ajout de zone tampon de sécurité, qui est un marquage au sol, en fait, qui va être là pour délimiter l'espace de la piste cyclable et de la voie de circulation automobile. On prévoit également du marquage vert aux intersections et aux entrées charretières achalandées pour venir encore plus faire paraître encore plus la piste cyclable à ces endroits-là. On prévoit le repartage de l'espace sur la chaussée actuelle afin d'accommoder cette piste cyclable-là. Il y aura des ajustements également à la programmation des feux de circulation pour les piétons et les cyclistes afin de diminuer le temps d'attente des piétons et cyclistes, mais également d'augmenter le temps de traverse. On a également un recalibrage de la largeur des voies automobiles qui est prévu. Avant de passer à la suite, j'aimerais, je ne sais pas si Dave est parti, mais je vais reculer à la diapo 25 ou 15, excusez-moi, pour vous présenter parce qu'on est passé très, très, très rapidement sur cette diapo-là, mais c'est des éléments qui sont importants de bien comprendre pour comprendre la portée du projet, en fait. Donc, cette année, on n'intervient pas en travaux sur la rue. On va se limiter vraiment de trottoir à trottoir. Donc, pour implanter un corridor cité évolutif sans travaux majeurs, il faut travailler en fonction de l'emprise disponible. Lorsque l'emprise d'un axe visé est limitée, 3 options se présentent généralement pour créer de l'espace afin d'insérer un lien cyclable sans élargir la rue. Soit on peut retirer des espaces de stationnement d'un côté ou des deux côtés de la rue, selon la situation. Ou on peut implanter un sens unique, selon la situation, si c'est possible, pour récupérer l'espace de la voie libérée et maintenir du stationnement dans l'espace qu'il permet. Ou encore, on pourrait réaffecter l'espace d'une voie de circulation qui serait excédentaire pour faire de la place. Donc, maintenant, je vais retourner à la diapo. Je pense, c'est ça. Et donc, on vous présente ici l'emprise de rue actuelle de Marie-l'Incarnation. Donc, vous avez en haut l'occupation de la chaussée le matin, donc à l'heure de pointe, à la période de pointe, pardon, de 7h à 9h en jour de semaine. Vous avez 3 voies en direction sud. Donc là, vous regardez vers le nord. On est sur Marie-l'Incarnation, on regarde vers le nord. Donc, les autos vers Amel, oui, vers la rivière. On est vraiment le pente douce, puis on regarde vers Amel. On a 3 voies qui s'en viennent vers nous, vers le sud, pour monter la côte. On a une voie réservée et à l'heure de pointe du matin, et on a 2 voies banales qu'on appelle 2 voies automobiles, qui sont vers le sud. On a de l'autre direction 2 voies auto vers le nord. On a bien sûr les 2 trottoirs de chaque côté. Le reste de la journée, donc 22 heures sur 24, et la fin de semaine, la 3e voie, donc qui est la voie réservée en direction sud, elle est occupée par du stationnement sur rue. Donc, c'est des véhicules qui peuvent se stationner à cet endroit-là. Ensuite, on a encore les 2 voies auto vers le sud et les 2 voies auto vers le nord. S'il n'y a pas d'intervention sur les trottoirs dans le projet évolutif, je le répète, c'est important de le comprendre. C'est un projet évolutif qui pourra mener à ça un jour, mais pour l'instant, l'ajout de bandes cyclables n'inclut pas ça. L'implantation du projet doit donc se faire dans l'emprise disponible. Alors, ce qu'on propose comme scénario, c'est qu'à l'heure de pointe du matin, toujours, de 7h à 9h et du lundi au vendredi, la voie réservée est préservée. Et on a
En fait, on a 2 voies de circulation dans les 2 sens, donc 2 voies vers le sud, 2 voies vers le nord, et il y a une des 2 voies qui sera affectée à la voie réservée lors de la période de pointe du matin. Et donc, c'est le stationnement qui nous permet d'aménager la bande cyclable dans les 2 directions. Donc, c'est la réaffectation de l'espace de stationnement sur rue qui nous permet l'implantation des bandes cyclables. On va conserver la voie réservée en période de pointe du matin, telle que l'actuelle, et on ne prévoit aucun impact sur les voies de circulation, à l'exception de la période de pointe du matin, où on aura une voie de circulation sur 2 en moins, au profit de la voie réservée. Donc, vous voyez l'occupation de la chaussée le matin, mais également tout le reste de la journée et la fin de semaine, où on revient aux 2 voies de circulation qu'on connaît aujourd'hui, donc comme l'actuel. L'intersection du boulevard Charret et de la rue de Marie-l'Incarnation, c'est une intersection qui est névralgique dans le réseau. Donc, on fait une diapo vraiment à part pour cette intersection-là. Elle nous pose vraiment un défi de conception. On a des choix à faire. On a beaucoup d'objectifs. Donc, les principaux objectifs sont d'offrir un passage sécuritaire pour les piétons, mais également pour les cyclistes, tout en maintenant des bonnes conditions de circulation pour les automobilistes dans toutes les approches. Donc, on a plusieurs interventions qui sont sur la table, sont en cours d'analyse et engendrent différents impacts. En ce sens, on attendait vraiment la rencontre d'aujourd'hui pour vous entendre vraiment puis guider nos choix pour la suite des choses sur les interventions qu'on pourra pousser là, dans cette intersection-là cet été. Maintenant, on s'est rendu à vous présenter les avantages et impacts du projet et bien sûr les mesures d'atténuation qui viennent avec. Donc, les principaux avantages du projet sont l'apaisement de la circulation près de l'école Saint-Malo. On n'aura également aucun impact sur la fluidité du transport en commun. On va ajouter un ligne cyclable 4 saisons sécuritaire avec ce projet-là. On va améliorer de beaucoup le confort des piétons. On améliore également, on a une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation et on va améliorer globalement la sécurité de l'axe. Les 3 principaux avantages qui sont soulignés, on va vous les présenter dans les diapos qui suivent. On va vraiment aller plus dans le détail. Donc, l'apaisement de la circulation près de l'école Saint-Malo. En fait, comment on peut définir ça? C'est par le ralentissement de la circulation près de l'école, entre autres. Donc, d'avoir des voies un petit peu plus étroites, d'avoir un ajout de marquage aussi dans l'intersection de la rue Raoul-Jobin, vraiment va venir accentuer la présence des modes actifs, puis sensibiliser les usagers là, à la présence des usagers vulnérables à cet endroit-là. On aura également des modifications aux programmations de feu qui vont nous permettre de diminuer le temps d'attente des piétons et d'ajouter du temps de traverse aussi pour les piétons. Et enfin, on va ajouter des feux pour les cyclistes à cet endroit-là. Donc, maintenant, pour les impacts sur la fluidité du transport en commun, comme je vous disais, il n'y a aucun impact prévu, étant donné qu'on conserve la voie réservée en pointe du matin. Et pour tout le reste de la journée, on conserve les 2 voies qui sont utilisées actuellement. Donc, maintien de la voie réservée de transport en commun en direction sud et maintien des 2 voies de circulation en direction nord en tout temps. Donc, également, petit élément qu'on n'a pas mentionné, il n'y aura aucune modification de la situation là, aux dessertes aux arrêts d'autobus. Donc, les autobus pourront s'accoster au niveau des trottoirs cet été. Il n'y aura aucune modification des habitudes et de l'accessibilité universelle en lien avec les arrêts d'autobus pour la rue Marie-l'Incarnation. Pour finir, donc l'amélioration du confort piéton, on peut définir ça par l'éloignement des piétons et des automobilistes. Donc, on vient vous présenter ça avec l'image de droite. Vous voyez qu'à l'actuel, on a le trottoir qui est adjacent littéralement à la voie de circulation, dans ce cas-ci, la voie réservée. Et puis, dans le futur, cet été, ce qu'on prévoit, c'est venir mettre la bande cyclable, ce qui va permettre d'avoir une zone tampon entre le piéton et la voie de circulation. On aura également une diminution du temps d'attente aux intersections avec feu pour les piétons. Et encore une fois, le temps de traverse sera augmenté jusqu'à 50% dépendamment des intersections. Au niveau des impacts, on a divisé ça en 2 catégories. La première, c'est au niveau de la circulation. Donc, je vous le rappelle, on a une réaffectation de la voie de stationnement du côté ouest, entre la rue Saint-Bernard et Napoléon, qui devient une voie réservée entre 7h et 9h, du lundi au vendredi, en piste cyclable protégée pour cet été. Ce qu'on a comme analyse d'impact, en fait, sur les temps de parcours, en fait, c'est qu'elle est en cours, cette analyse-là. Les observations préliminaires par contre, nous supposent un faible impact vraiment. Donc, on est toujours en cours à ce niveau-là. Ce qu'on a pour l'instant, c'est vraiment des faibles impacts et on pourra revenir là au mois de mai. On va vous présenter tout à l'heure qu'on va revenir avec la version finale du projet. On pourra vraiment venir conclure là, ces éléments-là à ce moment-ci. Ensuite, pour les mesures de mitigation, bien que les impacts seront faibles,
on aura un maintien d'une voie réservée de 7h à 9h du lundi au vendredi, une modification de la programmation des feux de circulation afin de conserver de bonnes conditions de circulation, et on aura des révisions de règles de circulation si on le juge requis, qui pourraient aussi être ajoutées. Ensuite, pour la deuxième catégorie, c'est au niveau du stationnement. Donc, la réaffectation de la voie de stationnement en piste cyclable protégée implique le retrait du stationnement côté ouest. Ce qu'on a comme élément constaté, c'est vraiment 46 espaces qui sont retirés du côté ouest, entre la rue Saint-Bernard et la rue Napoléon. Ces 46 espaces-là, selon nos derniers relevés, ont démontré un taux d'occupation de 3 % la semaine et de 16 % la fin de semaine. Donc, plus occupé la fin de semaine que la semaine. Le taux d'occupation des stationnements dans les rues à proximité s'élève à 52 %. Au niveau des mesures de mitigation proposées pour le stationnement, donc, on s'attend à aménager un débarcadère sur la rue des Oblats afin de répondre aux besoins des commerçants pour la livraison, entre autres. La majorité des commerçants ont accès à des stationnements hors rue. Les commerçants, d'ailleurs, ont tous et toutes été questionnés sur leurs besoins en stationnement et de livraison et ont été intégrés au projet. L'utilisation du stationnement disponible dans les rues du secteur est envisagée, étant donné qu'on a une très bonne capacité. Puis, après la mise en place du projet, bien sûr, on va suivre les données d'occupation, du stationnement, et on pourra faire des ajustements si requis. Maintenant, on est déjà rendu aux prochaines étapes, ça va vite. Ce qui nous reste à faire vraiment, c'est d'analyser les commentaires qu'on va recevoir à travers cette séance d'échange, en plus des questionnaires qu'on a reçus, de poursuivre nos analyses techniques et de conception du projet. Enfin, on aura le dévoilement de l'aménagement final à la mi-mai, donc en fonction des commentaires reçus et de notre faisabilité technique. Ensuite, on pourra mettre en place le projet évolutif dès cet été et on pourra faire des bonifications subséquentes selon les besoins. Au cours des prochaines années, la Ville entend réaliser un exercice de planification et de consultation détaillée avec le milieu pour revoir l'aménagement urbain du secteur de la rue Marie-de-l'Incarnation avec un projet permanent de réaménagement des infrastructures souterraines et de surface. On s'est rendu à la période d'échange. On a 2 questions pour vous ce soir. Je ne sais pas si Dave, tu veux les dire ou. Donc, j'y vais, c'est vraiment pour alimenter les discussions. On est ouvert à tout sujet, bien sûr, mais nous, c'est vraiment les éléments qu'on voulait vous questionner ce soir. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez moins du projet présenté? Au niveau des avantages, inconvénients, des enjeux que vous y voyez, on est vraiment intéressé à vous entendre là-dessus. Et plus précisément, quelle est votre vision et votre priorité à l'intersection du boulevard Charest et de la rue Marie-de-l'Incarnation? Est-ce que c'est vraiment la priorité pour vous? C'est la sécurité des piétons, des cyclistes, la fluidité véhiculaire, le temps de traverser des piétons, leur temps d'attente, ou avez-vous d'autres priorités? Donc, à vous la parole. Est-ce qu'on garde cette diapo pour la période de questions? Oui. Pourquoi pas? Parfait, pas bien long. Alors, donc, je vais essayer de la remettre à l'écran. Bon, elle est là. C'était à peu près la dernière diapo, j'imagine. On va prendre des questions ici dans la salle. Ben, merci beaucoup d'abord, mes collègues. Merci pour la présentation. Je pense que ça est clair. Ce micro-là est sur le bord de faire un petit son désagréable. Alors, je vais essayer de plus loin. On va prendre des questions dans la salle. Il y a des gens en ligne aussi. Donc, les gens en ligne, je vous inviterai peut-être à nous écrire votre question pour courir après le trouble, là, pour vous donner, essayer d'ouvrir votre micro à la maison et essayer de vous entendre ici. Alors, écrivez-nous les questions dans l'outil de clavardage. Je vais me faire votre porte-voix, puis je vous assure de ma transparence et de mon honnêteté. Les collègues, d'ailleurs, me regardent avec un petit air méfiant. Donc, en salle, à main levée, est-ce que quelqu'un avait des questions pour mes collègues? Madame, bonjour. Bonjour. Quand c'est pour tourner, mettons comme chez Canac, quand on est l'autobus, quand ça va être l'autobus et la voie, quand ceux qui vont vouloir tourner, mettons, chez Canac ou les autres rues, comment ça va faire? Les autres vont pointer en arrière. Ben, c'est déjà très complexe de tourner en voiture. Quand on veut tourner, mettons, moi, mon commerce, c'est ameublement de bureau FRC. Puis on tourne par la rue Montmartre en arrière, après Saint-Vallier, puis la rue Montmartre, on tourne à gauche. À toutes les fois que je veux tourner là, je suis obligé de tourner sur la route. Les gens partant. C'est déjà très, très complexe. La plupart des rues, c'est tout complexe aux heures de pointe. Il y a tout un tas de trafic aux heures de pointe. Vous enlevez une voie, fait que ça va. Votre questionnement, c'est avec ce retrait de voie-là, comment on gère ce risque-là? Ça vous semble déjà? C'est déjà très compliqué pour le transport automobile.
Comme dans le chemin Sainte-Foy, vous avez fait une piste cyclable, vous avez enlevé 2 voies, ça n'a plus de bon sens. Puis les fois qu'on est en auto, on ne peut même plus tourner, on est pogné dans le trafic, on reste pogné là une demi-heure pour sortir de là. J'ai de la difficulté à comprendre la situation dont vous faites part, mais ce que j'ai compris par contre, ce que vous avez dit, c'est le retrait de voie. Ça, je vous rassure, là, on ne retire pas la voie, on retire la voie de stationnement, en fait, le stationnement. Il y aura 2 voies de circulation dans chaque direction. À partir de Saint-Vallier, aller jusqu'à Guyard, c'est pas stationnement. Il y a quelques heures de stationnement, mais pas de stationnement, puis c'est pas stationnable non plus. Donc, dans le secteur Guyard, au niveau du Canac, pour sortir du Canac, à partir de Saint-Vallier, aller jusqu'à... pour sortir des commerces à cet endroit-là, on a 2 voies de circulation vers le nord, ça va rester exactement identique. Vous allez toujours avoir les 2 voies de circulation. Il va y avoir la bande cyclable, il va y avoir les 2 voies de circulation actuelles comme à l'actuelle après. Donc, on vient décaler un petit peu les espaces, mais on va maintenir les 2 voies de circulation vers le nord. Merci. Bonjour, Audrey Santerre, attachée politique d'Étienne Grandmont, député de Tachereau. Je pense que Pierre-Luc il va venir voir avec la question. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre une pancarte 30 km/h devant l'école Saint-Malo? C'est ce qu'on sous-entend par ralentir la circulation? Si on va l'avoir, je pense qu'on va se débarrasser de ce magnifique pied qui cache la moitié de la place. Oui, en fait, l'amélioration au niveau de Saint-Malo puis Jérôme Véronique en ont présenté une certaine partie, c'est de venir faciliter la réduction de la vitesse. Donc, en plus de la signalisation qui est à finaliser de travailler, parce qu'on sait que ça, c'est dans l'autre service, donc au niveau de la sécurité des liens corridors scolaires. Ce que Véronique et Jérôme viennent indiquer, c'est qu'on va tout refaire le marquage et on va rétrécir les voies, la largeur des voies, ce qui va avoir aussi un effet. Parce qu'on le sait, hein, une pancarte, malheureusement, a très peu d'impact sur le comportement. C'est vraiment l'espace urbain qui fait que la vitesse se rétrécit. Puis à cet effet-là, j'ai bien confiance que ce qu'on va faire va avoir beaucoup plus d'impact que la dite pancarte. Si on récapitule, on n'a plus besoin d'attendre les grandes transformations permanentes. Là. Avec ça, on devrait pouvoir avoir une pancarte de km/h et un ralentissement. Je vais laisser Véronique compléter. Pierre-Luc l'a dit un petit peu en partie, là, les signalisations de vitesse, ce n'est pas sous notre équipe. Je peux vous dire que la situation est en analyse suite à l'implantation de notre projet. Fait que je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui le choix de pancarte de vitesse qui va être implanté, mais ils vont analyser cette option-là en fonction du nouveau projet aussi. Donc, pour l'instant, c'est les informations là, qu'ils nous ont mentionnées qu'on avait le droit de vous dire ce soir. Juste en fait, Jérôme, je voulais expliquer. Je viens expliquer. Les sans fil. Sans fil. On va peut-être retourner à l'autre d'avant aussi. On va faire l'aller-retour des diapos. Mais ça, c'est ce qu'on a actuellement. On a 2 voies, puis on a une voie réservée qui est en fait du stationnement 22 heures sur 24 et la fin de semaine. Ce qu'on va proposer de faire, c'est maintenir les 2 voies de direction qui sont là de Saint-Bernard jusqu'à Charest. Puis on va les maintenir en tout temps. Donc, on peut revenir peut-être à la diapo 38. Donc, vraiment, c'est l'espace de ce stationnement-là qu'on prend et un certain rétrécissement de voies qui était trop large, qui va nous permettre d'implanter les 2 bandes cyclables des 2 côtés, tout en maintenant les 2 voies de circulation automobile qu'on connaît aujourd'hui, qui vont demeurer là dans le futur. Il y a, à l'exception de la période de pointe du matin, où là, une des 2 voies de circulation automobile sera préservée. En fait, on préservera la voie réservée sur une de ces 2 voies-là. Donc, vraiment, les 2 voies de circulation qu'on connaît aujourd'hui vont être maintenues. Juste un instant, madame. J'avais quand même quelques personnes avant. Ça n'a pas répondu. Comme quand les 2 heures qu'il y a l'autobus, ceux qui vont vouloir tourner à gauche,
Les autres en arrière vont tout coincés. Tu n'as pas répondu encore. Donc, pour tourner du Canac, disons, là, ici, là, vers la droite, là. Et à gauche? Oui. On peut tourner à gauche. À OK, ce moment-là, c'est déjà très complexe de tourner. je comprends. Donc, aux intersections à feu ou dans les entrées de commerce? Il y a des feux, peu importe. Qui place, il faut tourner à gauche. Tous les endroits où est-ce qu'on a des feux, justement, je regarde Hélène parce qu'elle a travaillé vraiment beaucoup là-dessus avec moi, puis on a vraiment travaillé les feux, on a optimisé les feux. Ce qu'on veut faire, c'est fluidifier l'axe encore plus, davantage. Donc, on a vraiment travaillé au niveau des feux, que ce soit très fluide, puis on préserve les deux voies, là. Donc, on n'est pas supposé d'aggraver la circulation automobile sur l'axe. On va juste l'améliorer au niveau de nos interventions des feux. Donc, on travaille vraiment à ce niveau-là. Là. La question, c'est, je pars de Chanel, Oui? je veux tourner à gauche pour rentrer au Québec, il est 7h45 du matin. Ben, la situation va être la même qu'actuellement, mais on va avoir des cyclistes en plus, c'est sûr. Il va falloir s'assurer qu'on cède le passage, effectivement. Et on a 2 voies de circulation pour nous donner le créneau de faire notre virage à gauche. Merci. Tout le monde veut parler, mais on va quand même essayer de donner un petit tour de parole. Il y a madame ici, ensuite il y avait monsieur derrière, et puis il y a point qui fait un feedback, puis ensuite il y a monsieur juste là. Il y a madame. As-tu besoin de rester là, David? Bon, un micro, c'est bizarre. En fait, moi, je vais rebondir sur la question de Audrey parce que notre enjeu en ayant un enfant qui va à l'école Saint-Malo, c'est effectivement sa sécurité au quotidien. C'est vraiment quelque chose de savoir que notre enfant vieillit, mais qu'on ne peut pas le laisser aller à l'école toute seule à cause qu'il y a du danger partout, que ce soit dans les petites rues, puis Marie-l'Incarnation aussi. Il y a le centre du Rocher qui est de l'autre côté. Les enfants circulent, même en plein jour. Les cours d'éducation physique à Saint-Malo se font au centre du Rocher. En fait, je suis à la fois très contente de voir qu'il y a enfin quelque chose qui va se faire. Puis encore inquiète de savoir comme la deuxième partie elle va arriver quand parce qu'elle est quand même urgente. Moi, j'ai sondé l'école, j'ai sondé le centre du Rocher, entre autres, pour savoir combien il y avait d'enfants qui circulaient. À l'école Saint-Malo, le directeur m'a dit c'est 72 marcheurs le midi, une centaine de marcheurs en fin de journée. Le centre du Rocher, avec le camp d'été, c'est environ comme une centaine de marcheurs au quotidien aussi. Puis avec l'Actibus, à chaque jour, du lundi au mercredi, on est à une vingtaine d'enfants qui se déplacent. L'enjeu est grand. J'ai travaillé au Carrefour des enfants Saint-Malo aussi, qui a un local à l'OMHQ, qui est à l'autre bout proche de Amel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas tenu en compte tous les enfants qui se déplacent pour aller à l'école parce qu'eux autres, ils n'ont pas de petites rues qui peuvent circuler à l'arrière pour se rendre. Sinon, il y a aussi la fameuse corridor scolaire qui est indiquée sur Marie-l'Incarnation, alors que à partir de Raoul Chebin jusqu'à Charest, il n'y a pas vraiment d'enfants qui circulent là. Le corridor scolaire devrait être par la rue Montmagny, en fait, qui n'a aucune petite pancarte indiquée. Par contre, on a des brigadiers scolaires. C'est juste pour dire comme réellement le besoin est là. Les choses sont un peu mêlées sur Marie-l'Incarnation. J'ai remarqué la pancarte 30 km/h il y a environ 3 semaines qui a été mise, mais elle est en face de l'école et pas annoncée d'avant. Je pense moins de 10 mètres plus tard, il y a un 50 km/h. Comme tout est un peu bizarre, mêlé. Ouais, puis j'ai comme hâte que ça soit, tu sais, qu'il y ait de l'ordre là-dedans. Ça me sécurise de savoir qu'il va y avoir une bande cyclable de chaque bord parce que c'est un enfant qui trébuche dans la rue, il se fait faucher. L'enjeu de sécurité est énorme, mais j'ai comme hâte de voir des vrais changements. Des vrais changements parce que présentement, ce que je vois, c'est encore insécurisant. Puis, juste avant de lâcher le micro, Charest aussi, c'est quelque chose de... Je le sais qu'ils ont comme dans la dernière année, peut-être, ou les 2 dernières années, en tout cas, vous avez réajusté le temps de piéton, tu sais, c'est d'un bord, de l'autre bord. Ça aussi, c'est comme... Hein? Il y a 4 ans.
il y a 4 ans, c'est bon, ça passe vite. Il y a eu la pandémie, on parle de ça. Mais c'est ça, ce bout-là, il est tellement stressant, c'est insécurisant. Tu sais, il y a à tous les jours, il y a des bois, comment qu'on a, des infractions. C'est comme toujours des infractions. Je pourrais appeler à tous les jours pour dire que je vois des choses comme épouvantables puis que ça vient jouer sur la sécurité des enfants, des familles, du quartier. C'est ça. La zone tampon dans le milieu de Charest, qui est comme inexistante. Quelqu'un qui n'arrive pas à traverser toute la rue, les 6 voies d'un coup. Les personnes âgées, ben, il est en danger là, au milieu. Là. C'est vraiment inexistant. À Québec, malheureusement, on n'est pas habitué d'avoir des voies de circulation pour les piétons alors que les voitures peuvent circuler alentour. C'est pas dans nos habitudes à Québec. À Montréal, la vie est différente, mais ici, ça marche pas, des voies comme ça. Puis il y en a 6 voies. C'est vraiment énorme. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Je sais pas si d'autres gens... Je vous remercie énormément de votre commentaire. Puis, je peux vous dire qu'on est vraiment... J'apprécie vraiment que vous nous fassiez part de ça. Pour rester 6 ans sur la rue Montmagny, je comprends très bien ce que vous dites là, au niveau de l'intersection. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le projet dont on fait là, nous, on s'assure de refaire à zéro là, la rue, au niveau du marquage et de la signalisation. Donc, tu sais, au niveau du panneau pour parler, du marquage, de l'intersection, tout est revu, puis tout va être optimisé. On va vraiment s'assurer de faire page blanche, puis vraiment en ayant en tête la sécurité des piétons et des cyclistes à cette intersection-là. Même le fonctionnement des feux est retravaillé. On prend vraiment en note Véro, prend vraiment en note votre commentaire sur les feux de Charest, vraiment apprécié. Puis, simplement vous rappeler qu'on ajoute du temps de piétons à toutes les intersections. Il n'y a pas une intersection, on ne va pas ajouter du temps pour les piétons. On va également diminuer le temps d'attente. Donc, les temps de cycle vont être diminués sur Marine-Incarnation. Donc, ça aussi, ça va vraiment faire effet. Donc, vraiment, là, peut-être Jean-Pierre, juste en complément, puis on comprend bien la problématique dans le sens où Marine-Incarnation a été aménagée avec un objectif de prendre du flux de véhicules. L'école était là, mais à l'époque, quand ça a été construit, il n'y a pas eu ces champs de considération-là qu'on porte aujourd'hui à améliorer les conditions. C'est sûr qu'on est dans un projet évolutif, comme on disait, qui ne réglera pas tout. Il va falloir attendre aussi des éléments de projet un peu plus structurants. Je n'ai pas d'échéancier précis à la question, c'est quand cet échéancier-là. Mais au moins aujourd'hui, on a une action qui se pose, qui amène un élément de sécurité de plus. Donc, on sait que c'est pas parfait et c'est pour ça qu'on utilise le terme évolutif. Donc, on en est très conscient, mais je pense qu'on corrige un problème qui est là depuis 40 ans, en partie déjà aujourd'hui avec les interventions. On va prendre monsieur qui avait qui avait levé la main et ensuite on va avoir des questions en ligne qui avaient été déjà... Oui, j'avais compris. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Pour une réponse à la madame, du chemin Sainte-Foy, ils ont installé des lumières clignotantes aux heures de pointe. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Puis là, la deuxième question, vous dites que la rue Marie-d'Incarnation est problématique. Puis là, vous rajoutez des béziques. Il me semble que, je ne sais pas, des cyclistes, ils pourraient peut-être passer dans d'autres rues, je ne sais pas. Non? Vas-y. Oui, je peux y aller. En fait, il y a 2 éléments. Premièrement, l'ensemble des choix des tracés, dont le tracé Marie-l'Incarnation, qui vous est présenté aujourd'hui, vient d'une étude de potentiel et d'opportunité. Donc, on a vraiment pris l'entièreté des déplacements, ce que je vous expliquais très, très rapidement tantôt, l'entièreté des déplacements de courte durée qui n'ont pas d'étapes compliquées et on les a rabattus au réseau routier actuel. Et selon la faisabilité, lorsque le projet était faisable sur ces axes-là, on a proposé ces axes-là. Donc, Marie-l'Incarnation dans votre secteur, et l'axe qui se carrait le plus fort pour l'aménagement, pour le potentiel d'aller capter des gens. Pour les rues à proximité, on l'anticipait, Montmagny, entre autres, là, on sait qu'il y a un réseau cyclable à proximité. On anticipait la question, en fait, pour aménager Montmagny
en corridor de vélocité, il y a plusieurs enjeux techniques qui se posent et surtout, l'impact sur le stationnement serait encore plus grand. Donc, c'est un des choix qui nous a fait choisir Marie de l'Incarnation entre les deux axes. Montmagny est un petit peu plus tortueux, avait des grands enjeux de visibilité aux intersections à cause du sens unique et l'impact sur le stationnement là, allait être vraiment très. En fait, il aurait fallu retirer l'entièreté du stationnement sur Montmagny, puis on jugeait que l'impact était beaucoup plus grand pour les citoyens du secteur là, que les 46 cases sur Marie de l'Incarnation. Avant de passer à toutes les questions en salle, je veux juste rappeler qu'on va prendre des questions à distance. Donc, si vous voulez compléter, Jérôme, je voyais des mains se lever. Là. Montmagny, c'est pas seulement le stationnement qui nous a fait pas prendre ce lien-là. Il y a plusieurs autres éléments qui font que ce n'est pas le lien dédié, le CVC, dans le secteur, pas seulement le stationnement. Au niveau de la sécurité, là, entre autres, le contresens cycliste, donc beaucoup d'éléments. Excellent, excellent. Peut-être aussi de préciser, depuis l'implantation du corridor sur le chemin Sainte-Foy, où il y a fait référence, entre autres, c'est un endroit où on avait énormément d'accidents. L'année dernière, depuis son implantation, on a vu, une augmentation très significative de l'utilisation pour la mobilité active, mais aussi une baisse drastique au niveau des accidents. Je n'ai pas la statistique en tête spécifique, mais je me souviens que les équipes ont parlé d'une chute. Elle n'est pas nulle, là, il n'y a pas eu 0 incident, mais on parle quand même d'un élément majeur que ça a été un impact majeur, cette implantation-là. Et on se souvient, dans la présentation, il y a eu quand même une diapo qui présentait le nombre d'accidents qu'on a eu sur Marie de l'Incarnation. Fait que pour nous, c'est toujours ce qui guide la réflexion. Je vais me donner à Dave la chance pour prendre en ligne un peu. Et surtout pour ne pas décourager les gens en ligne qui nous ont donné quelques questions. Je vois vos mains levées. Donc, d'abord, Madame Gamache, Stéphanie Gamache, bonjour. Pour les personnes ayant des incapacités, il faut savoir que normalement, uniquement les personnes en fauteuil roulant motorisé peuvent utiliser les corridors scolaires, ce qui n'est pas connu de tous. Et il y a des enjeux importants pour les personnes ayant une déficience visuelle. J'ai développé une expertise en accessibilité pour les personnes handicapées. Si je peux être utile à la réflexion, n'hésitez pas à me contacter. J'ai d'ailleurs travaillé avec des partenaires pour soumettre un mémoire à la Ville de Québec concernant l'implantation de corridors scolaires. Madame Gamache, on vous remercie et on note votre offre de service. Ensuite, j'ai Dominique Champagne. L'entrée du escompte Fortin est inquiétante. Beaucoup de voitures entrent et sortent. Qu'avez-vous pensé pour cet endroit? On la note. Je vais vous en mettre peut-être une ou deux de plus. On va lui répondre, oui. Quelle est la valeur ajoutée par rapport à la piste cyclable sur Montmagny qui est dans la même portion? On va arrêter après ces deux-là pour les escomptes Fortin, l'entrée des escomptes Fortin. Et ensuite, l'autre question pour la piste cyclable sur Montmagny. Donc, au niveau là, des stationnements du secteur Canac, mais spécialement l'escompte Fortin, là, qui a des stationnements en recul sur rue, là. Effectivement, c'est un acquis, je dirais, que le commerce a et qu'on ne peut malheureusement là, changer drastiquement comme ça. Donc, ce qu'on va faire cet été, c'est qu'on va ajouter du marquage vert là, vraiment pour signifier la présence du lien cyclable davantage devant ces accès-là. Ce qu'on pourrait faire, j'y pense, mais communiquer avec l'escompte Fortin, voir est-ce qu'il y a une façon là, dont on pourrait réaménager pour améliorer cette situation-là. De notre côté, ce qui est prévu actuellement, marquage vert, souligner la présence. Vraiment du cyclisme. Pour Montmagny, je pense que Véronique a commencé là, à bien répondre à ça, vraiment au niveau de la tortuosité du lien qui ne se connecte pas à la rivière Saint-Charles, où il faut vraiment là, se mettre à sillonner. Ça, donc vraiment pour se rendre à la rivière Saint-Charles, ne nous permet pas de se connecter non plus à un réseau au nord, vraiment de façon fluide. Donc vraiment, cette tortuosité-là nous a mené à choisir un autre axe. Également, les intersections, au niveau du manque de visibilité aux intersections, les cyclistes qui roulent à contresens d'une circulation automobile, donc les gens qui arrivent dans les perpendiculaires ne s'attendent pas à voir un cycliste arriver du mauvais sens, même s'ils ont la visibilité pour le faire. Donc, ces éléments-là viennent vraiment guider puis justement le stationnement qui coupe la visibilité encore plus. Donc, plusieurs éléments qui font que on pense que le lien Montmagny ne répond pas aux critères pour assurer le confort et l'efficacité d'un lien corridor vélocité. Là, dans l'ordre, je veux juste dire, monsieur, vous êtes numéro 1. Ah, je n'avais pas vu. OK. Donc, 1, j'avais 2, 3, qui arrive. Monsieur avait levé la main, il y a un coup. Qui arrive, c'était numéro 4.
Numéro 5, Marc-André. Ah, 6 à l'arrière. Oui, est-ce qu'il faut qu'on se nomme? Non, ça n'a pas d'importance. Oui, ben Alexandre Saint-Laurent. Je veux simplement dire bravo pour cette amélioration-là. Sur Marie l'Incarnation, moi, je vois vraiment là, le potentiel d'apaiser la circulation puis de réduire les vitesses qui, selon moi, à l'heure actuelle, sont vraiment, vraiment problématiques. Les gens roulent là-dessus comme si c'était une autoroute alors que on est en ville. Donc, en tout cas, moi, je vois vraiment l'amélioration que ça va donner. Puis, je voulais poser une question au sujet de l'approche de Charest quand on s'en va vers le sud, en fait, vers la pente douce. Vous en avez parlé un petit peu, là, il y a comme une drôle de configuration des voies. À un moment donné, c'est comme si on perdait une voie, on la reprend. Bon. Ouais. Est-ce que ces travaux-là vont avoir aussi comme conséquence de modifier, améliorer ça pour. Parce que probablement que ça crée une confusion chez bien des automobilistes, puis que dans le fond, ça contribue à la situation un peu chaotique à l'intersection, hein. Donc, j'espère, puis il va se faire de quoi aussi là-dessus. Oui, mais en fait, je vais vous relancer un petit peu la question. Comme on l'a mentionné, la conception de l'intersection Charest-Marie-Lacanation est encore en cours parce qu'on attendait de venir vous voir, en fait, ce soir pour avoir une meilleure idée là, des éléments les plus importants pour vous. Donc, Madame en a parlé tantôt un petit peu avec la sécurité piétonne. Donc, c'est sûr que pour nous, on veut avoir votre retour là, à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on priorise à Charest? C'est en effet un des scénarios qui peut être possible de revoir cette configuration-là, mais ça a des impacts aussi. Donc, c'est un petit peu pour ça là, qu'on voulait vous entendre ce soir avant de prendre les décisions. Ajouter au niveau de cette fameuse déviation de voie là, que tout le monde haït, elle est là pour créer une baie de virage à gauche, vraiment. Puis la présence de la voie réservée et en fait et l'ajout de cette baie-là à même la voie de circulation oblige vraiment à la perte de voie pour créer ensuite la voie de virage à gauche. Donc, c'est la baie de virage, en fait, qui nous impose d'avoir cette géométrie particulière-là. Donc, on est là. Pour retirer cet élément-là, il faudrait éventuellement retirer la baie de virage, là, ce qui aurait probablement un impact sur le virage à gauche vers Charest à cet endroit-là, mais qui aurait comme plus-value de vraiment venir simplifier et fluidifier la circulation en tout droit à cet endroit-là. Est-ce que vous avez des données sur le nombre de gens qui retournent à gauche dans la Charest? Tout à fait. On a oui. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de personnes qui tournent à gauche en arrivant à Charest, en s'en allant vers le sud? Oui. Donc, le virage à gauche vers Saint-Roch à partir de Marie-l'Incarnation. Donc, en virage à gauche, le matin, on est à 40 véhicules en 1 heure. Et le soir, la plus grosse heure, on est à 73 véhicules. Alors qu'on est à environ 800 véhicules en tout droit là, sur Marie-l'Incarnation. Donc, c'est un faible nombre qui impose cette géométrie-là, effectivement. On va passer au numéro 2. Oui, moi j'ai fait le sondage au début, puis je me disais, me semble il sert à rien, ce lien cyclable-là. Puis je suis cycliste moi-même, là, puis tu sais, je passe pas mal tout le temps sur mon Magny quand je m'en vais, mettons, dans Vanier ou autre. Puis je ressentais pas nécessairement le besoin. Puis vous m'avez quand même convaincu, au moins pour sa sécurité supplémentaire, parce que c'est vrai que quand on marche sur Marie de l'Incarnation, les bus sont très proches, les voitures sont très proches. On se fait éclabousser aussi, là. Il y a ça, là, c'est un minor problème, disons, là, mais juste le fait que tout est proche. J'habite sur Marie de l'Incarnation aussi. Le bruit des voitures, le bruit des bus, si ça peut ralentir. Puis si au moins, l'idée, c'est pas que ça devienne, tant qu'à moi, le corridor le plus utilisé de vélo de la ville de Québec, là. Ça m'étonnerait versus, mettons, le chemin Sainte-Foy. Mais s'il y a au moins cet espace-là pour délimiter avec tous les piétons qui passent, ben tant qu'à moi, ça fait la sécurité nécessaire. Puis si on a une manière de l'utiliser, ben tant mieux. Puis oui, il y a une école à côté. Moi, je suis tout seul, j'ai pas nécessairement pensé à ça, que ça pouvait autant influencer les familles, mais c'est vrai que si on ne crée pas de la sécurité sur ce lien-là en premier, ben effectivement, je vais quand même continuer à prendre mon Magny, mais au moins je sais qu'il y a une autre place qui est plus sécuritaire si jamais je suis mal pris. Il faut que je passe par Marie de l'Incarnation. Fait que ça m'apparaît quand même une bonne idée au final, là, puis ça paraît que vous avez mis du temps là-dessus. Fait que merci beaucoup. Si je peux compléter là, pour le commentaire de la slotch et le commentaire du bruit, c'est dans les commentaires positifs qu'on a reçus du chemin Sainte-Foy, là, les piétons qui sont éloignés des autos qui splashent en hiver.
Et le bruit là, qui a fortement diminué. Là, à la consultation, là, il y a un monsieur qui nous a dit que pour la première fois de sa vie, il dormait les fenêtres ouvertes là, l'été. Fait qu'on on vous le souhaite, là, mais que ça avait eu vraiment un impact sur la diminution du bruit à proximité. Là, fait qu'on espère que ça sera le cas dans ce projet-ci aussi. Oui, excusez-moi. Alors, au niveau de la sécurité pour les vélos et les piétons, là, je trouve ça super important. Mais la question que je me posais tantôt, vous avez un petit peu répondu, c'est qu'effectivement, il y a une piste cyclable sur Montmagny. Fait que là, je me dis en moi-même, comment ça se fait qu'on se torture à mettre absolument une piste cyclable sur Marie-Incarnation quand on voit que c'est hyper dangereux. Là, de ce que je comprends, c'est que les autobus vont continuer quand même à prendre le chemin. Et moi, quand que je vais sur le chemin Sainte-Foy, où vous avez fait le vélo que vous parlez tout à l'heure, bien, en tout cas, je vous dis que depuis ce temps-là, c'est sûr que mon auto, moi, j'y vais plus parce que j'ai eu la peur de ma vie quand l'autobus, elle a tassé puis que je voyais des vélos s'en venir avec les enfants. Fait que je trouve ça hyper dangereux. Puis là, vous me dites que vous allez faire la même chose sur Marie-l'Incarnation quand on sait pertinemment qu'actuellement, c'est déjà dangereux. Fait que là, rien qu'à voir ça, à penser à ça, une image de ce que j'ai vu sur chemin Sainte-Foy, puis j'ai trouvé ça hyper dangereux. En tout cas, si vous êtes capable de faire des choses fantastiques, ça serait super. Puis je me dis, est-ce qu'on a la comptabilité des vélos qui passent sur Montmagny, sur la piste cyclable de Montmagny? Est-ce que ces vélos-là, ça les dérangerait pas de rester sur Montmagny ou il faut absolument qu'ils prennent Marie de l'Incarnation? Je sais pas, tu sais, c'est pas quand même pas loin. Moi, à pied, là, c'est mon coin, puis je le fais à pied, puis c'est un coin de rue. Fait que je me dis, vous avez déjà la piste cyclable sur Montmagny. Il y a peut-être des façons de la faire plus sécuritaire en mettant des choses pour traverser, je sais pas, là. Mais j'en ai vu sur Saint-Vallier, moi, où il y a le centre du Rocher, quand les enfants veulent traverser pour aller soit à l'école et tout ça, il y a un bouton pour peser, puis là, ça flash, puis les autos sont supposées d'arrêter. Fait que je me dis, s'il y a peut-être des éventualités comme ça, ce qu'on pourrait faire sur Montmagny. En tout cas, pourquoi réinvestir de l'argent quand on sait qu'il y a une piste cyclable sur Montmagny, qu'on sait que pertinemment, vous dites vous-même que vous ne voulez rien défaire parce que peut-être vous allez le défaire plus tard. C'est comme si je veux faire un côté de ma maison, mais je sais que je vais la faire plus grande dans 2 ans. Pourquoi je vais réinvestir? Moi, personnellement, je ne mettrai pas d'argent là-dedans tout de suite. C'était mon opinion. Merci. Merci. Merci pour vos commentaires. Je vais commencer par l'aspect des arrêts d'autobus. Ensuite, je pourrais parler encore de la pertinence de Montmagny. Au niveau des arrêts d'autobus, je comprends votre inquiétude. On est justement en projet pilote cet été sur le chemin Sainte-Foy où on va construire des plateformes devant l'école à Nevers. Donc, il y a 2 plateformes qui vont être construites tout juste à l'intersection Brown et chemin Sainte-Foy, qui vont nous permettre de justement travailler, que l'autobus ne se réinsère pas dans la voie. Il va pouvoir débarquer les piétons sur une plateforme protégée à l'écart de la voie cyclable avec une accessibilité universelle. On va mettre les dalles podotactiles. Donc, on s'est vraiment inspiré des meilleures pratiques mondiales. On va faire le test avant d'en déployer davantage, mais on va vraiment faire le test cet été là-dessus. Au niveau aussi de Marie-l'Incarnation, vous avez 2 voies de circulation qui n'est pas la même chose aussi que Sainte-Foy. Donc, vous avez l'intégration de l'autobus dans les voies de circulation va être moins contraignante, va être moins peut-être dangereuse à vos yeux là, que le chemin Sainte-Foy. Donc, ça pourrait être différent. Ensuite, vous avez parlé de la justification, là, vraiment. Est-ce que les gens voudront rester sur Montmagny? Bon, nous, nos analyses, vraiment, elles sont faites avec la chaire de mobilité de Polytechnique. C'est une chaire de recherche d'ingénieurs à Montréal qui ont calculé avec nos déplacements, nos données. En fait, on a tout fait des recensements, on a donné nos données et eux ont analysé ça. Ils nous ont dit qu'il y a un fort potentiel sur cet axe-là, comme sur le chemin Sainte-Foy. C'est là que les gens vont vouloir se rabattre, c'est le corridor de mobilité. Puis si on le maille comme correctement, donc si on se connecte à nos axes comme ça, donc Marie de l'Incarnation, il va être connecté au chemin Sainte-Foy, là, éventuellement. Donc, on va vraiment, c'est ça l'objectif, c'est de créer ces corridors-là qui soient connectés entre eux. Et là, ben, les gens vont rester sur ces axes-là. Ils vont pas se mettre à rouler dans les rues, puis se donner, puis prendre 20 minutes de plus par leur parcours. Donc, que ça soit efficace, que ça soit sécuritaire. Donc, il y a ce désir-là de connecter. Et fort à parier que quand ça va être sécuritaire, les gens vont circuler sur l'axe. Tout comme le chemin Sainte-Foy, on n'avait pas 500 cyclistes qui circulaient par jour, même s'il n'y avait pas de lien. On avait 2000 cyclistes sur le Père Marquette.
qui est un axe comme Montmagny, mais juste à côté de chemin Sainte-Foy. Nos relevés nous ont démontré qu'on a conservé les débits de Père Marquette, mais qu'on a quadruplé par certains jours les débits du chemin Sainte-Foy. Donc, vraiment, il y a des gens qui vont s'attendre à rouler sur le Marguerite-Bourgeois et qui ne circulent pas actuellement sur Montmagny. On peut prétendre ça avec le code du chemin Sainte-Foy. Je ne sais pas si ça répond bien à vos questions. Peut-être on peut y revenir, mais je prendrais peut-être 2 questions en ligne parce qu'il y en a quelques-unes qui s'accumulent. Puis si on ne veut pas sortir, on s'était donné jusqu'à 9h, il est 8h10, mais on peut quand même continuer un temps, mais finir avant 11h, idéalement. Est-ce que monsieur ici semble d'accord? Résident de Saint-Sauveur, donc Misaël Bilodeau. Bonjour à vous, résident de Saint-Sauveur, merci beaucoup, j'adore le projet. J'ai une crainte que la distance entre les bollards, notamment pour permettre aux autobus de s'accoter au trottoir, fasse en sorte qu'il y ait des véhicules qui se stationnent sur la voie cyclable. Comment le projet répond-il à ce risque? Ensuite, songez-vous ouvrir la voie réservée? Ensuite, c'est Jonathan Bédard. Songez-vous ouvrir la voie réservée pour le covoiturage et les véhicules électriques, comme on voit sur certains axes? Ça peut avoir un impact pour la fluidité du transport collectif et la sécurité à l'arrêt. Je peux peut-être en rajouter un autre. Il y a quelqu'un qui nous demandait, mais en fait, il y a quelqu'un qui nous demandait, c'est Mme Nadia Aubin-Hort du Conseil des quartiers Saint-Louis, si je ne me trompe pas. Vous nous demandez ce qu'on aime du projet présenté. Pour moi, c'est la possibilité de descendre vers la rivière à partir de la Haute-Ville, sans passer par la rue Montmagny ou vers le nord. On est en contresens, ou vers le nord, pardon, on est en contresens avec les voitures et on est très proche des voitures aux intersections. Je trouve ça très intéressant comme lien nord-sud et Haute-Ville, Basse-Ville, qui va servir aux citoyens de nombreuses parties de la ville et connecter ces 2 parties. Alors, merci, Mme Aubin. On avait les questions de M. Bédard, je peux vous les rappeler. Non, sinon, ça va, oui, et de M. Bilodeau aussi. Super. Pour les bollards, c'est un travail qu'on fait, en effet. On s'assure d'une distance entre les bollards pour éviter l'empiètement automobile. Oui, aux arrêts de bus, on en fait des ouvertures un petit peu plus grandes pour permettre l'insertion de l'autobus là, sans contrainte. Par contre, c'est devant un arrêt d'autobus, donc c'est un endroit où le stationnement est en ce moment interdit également. Donc, c'est quand même un comportement là, qui est déjà présent et renforcé. Donc, il y a tout un travail là, de positionnement des bollards là, pour permettre là, d'éviter l'accès à toutes les entrées charretières, mais en même temps éviter là, le stationnement sur rue. Pour le covoiturage dans la voie réservée, actuellement, on n'en a pas sur notre réseau municipal, donc on en a sur notre réseau autoroutier, mais pas municipal. Donc, c'est un élément qu'on prend en note, qu'on continue d'étudier à l'interne, mais je peux malheureusement pas vous donner de réponse tout de suite là, parce que c'est un changement majeur de réglementation. Merci, on est rendu à numéro 4 et ensuite 5-6. Merci. Donc, tout d'abord, je voulais saluer l'initiative. Je trouve ça vraiment très, très fun de voir se concrétiser les visions des corridors vélocité ailleurs dans la ville. Puis oui, ça va faire une différence pour les cyclistes, assurément, de pouvoir utiliser des liens directs, non tortueux et sécuritaires. Puis c'est clair qu'il va y en avoir. Je veux dire, si on roule pas en ce moment sur Marie de l'Incarnation, c'est parce qu'on n'a juste pas envie de mourir. Je vais y aller avec mes questions. Peut-être que vous avez déjà répondu parce que j'ai manqué le début. J'attendais ma lumière sur Charret pour revenir, puis ça a été un peu long. Mais en fait, tout d'abord, c'est sur la portée du projet. Mon voisin m'a expliqué que ça irait jusqu'à Guyard. Pourquoi pas plus loin? On a 5 voies sur le pont. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas au moins aller jusqu'à l'autre bord de l'autre bord de la rivière? Est-ce que on a déjà parlé de Montmagny, puis je suis tout à fait d'accord que les 2 aménagements sont compatibles, mais est-ce que dans le fond, je comprends que comme pour Père Marquette, on va conserver l'aménagement sur Montmagny? Et enfin, par rapport à Charret, vu que c'est une de vos questions, je partage, je pense, la préoccupation de tout le monde par rapport à la gestion des voies, et notamment des voies de virage. Puis, à mes yeux, si on veut avoir quelque chose de sécuritaire pour les piétons et les cyclistes à cet endroit-là, il faut clairement renoncer à cette voie de virage à gauche-là. Dans la direction nord, je sais, on est à 5 voies ou on est à 4 voies? On est à 5 voies. On est à 5 voies, puis je veux dire, de toute façon, on peut pas comme se faire pitcher dans le trafic à cet endroit-là. Donc, si on veut avoir des corridors sécuritaires, puis juste pour faire un lien avec ma première question par rapport à pourquoi est-ce que ça ne se rend pas jusqu'au moins l'autre bord du pont, comment est-ce que vous allez gérer la transition à la fin du corridor à Guyane?
Merci. En fait, dans le déploiement là, des corridors Vélocité, on veut s'assurer que chaque tronçon qu'on réalise est toujours connecté à quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, on aurait été à Guyard parce qu'on a une connexion avec la rivière Saint-Charles qu'on va aussi faciliter là, cette année. On va s'assurer qu'elle soit un petit peu plus fluide que la connexion actuelle. Donc, c'est pourquoi on s'est arrêté à cet endroit-là. Au niveau, c'est un petit peu plus administratif, mais si la portion au nord, on aurait des possibilités de réaménagement plus tôt que la portion au sud. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre la bouchée par tronçon pour pouvoir vous revenir plus rapidement avec des projets dits permanents là, dans la portion nord. Donc, on ne peut pas encore vous confirmer d'année, mais c'est la raison pourquoi on l'a segmenté à cet endroit-là, parce que l'implantation d'un corridor évolutif au nord de Guyard, par exemple, jusqu'à Hamel, était très, très, très complexe. Là. Vous connaissez l'intersection Hamel. On ne peut pas faire grand-chose de façon évolutive à cet endroit-là. Puis, on voulait que ça se connecte à quelque chose, donc on l'a arrêté à la Saint-Charles. C'est vraiment la raison qui explique là, que ce n'est pas poursuivi là, pour cette année. Pour les piétons, même à l'intersection, on ne peut pas traverser à toutes les approches. Vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire, cette intersection-là. Ça va venir peut-être un jour. Oui, Marc-André Beauchemin, merci beaucoup pour votre présentation. Vraiment, c'est un projet qui est, oui, perfectible. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je ferais peut-être un petit commentaire technique avant de mes commentaires personnels à votre diapo 21. Vous parlez des intersections problématiques. Je pense que vous avez oublié, vous me corrigerez, la rue Saint-Bernard. Ça fait qu'il y aurait 5 sites, je pense, accidentogènes. En fait, le secteur Montmartre, c'est un Ah, OK. Je pense qu'il y a un des sites là, qui peut-être est mal écrit, justement, mais effectivement, ils sont tellement collés. C'est ça, c'est toutes les intersections. C'est trois. Ouais. Est-ce que vous avez étudié la possibilité d'implanter des interdictions de tourner à gauche en direction nord, comme Saint-Vallier actuellement, pour empêcher que les véhicules coupent la voie cyclable en tournant vers l'ouest, mettons? Parce que là, je sais qu'il y a une interdiction de tourner à gauche sur Saint-Vallier, là, quand on est sur Marie de l'Incarnation vers le nord. OK, vers le nord, vers l'ouest. Oui, vers Vanier, là. Donc, ces éléments-là, c'est vraiment des éléments on voulait vous interroger à ce niveau-là, savoir votre ouverture à ces éléments-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le cycliste et pour le piéton, on veut limiter le nombre de conflits qui croisent les cyclistes et justement pourraient compromettre leur sécurité lors de la traversée. Donc, c'est pas toutes les intersections qui ont un nombre de conflits qui sont problématiques. Mais il y a certaines intersections qui pourraient avoir trop de virages à gauche, trop de virages à droite, puis on va vouloir peut-être retenir le virage pendant un certain temps pour laisser le cycliste commencer sa traversée, puis après ça, réactiver les feux pour que les virages se passent. Peut-être des intersections où le nombre est tellement élevé que là, on pense à justement protéger complètement la traversée du cycliste. Et de cette façon-là, il faudrait limiter le virage à droite ou le virage à gauche là, de façon plus prolongée, par exemple. Mais il n'y a pas d'interdiction encore qu'on s'attend à faire. Par contre, on est en analyse à ce niveau-là. Je ne cacherai rien. Puis, en fait, on a aussi comme critère, bien sûr, de préserver l'accessibilité au quartier pour les résidents. Là. Donc, c'est sûr que pour nous, oui, Jérôme a mentionné l'enjeu de sécurité qui, pour nous, est très, très important, mais on garde en tête aussi toute l'accessibilité, s'assurer que tout le monde a accès sans grand détour là, à leur propriété, puis assurer aussi pour le RTC, là, on sait qu'il va y avoir des réseaux d'autobus sur des Aublers à Aujobin et tout ça. Donc, on veut s'assurer que tous ces parcours-là là, non plus ne soient pas touchés. Fait que oui, il y a des analyses en cours, mais on a toutes ces données-là à considérer aussi là, qui fait qu'on se questionne. Après ça, un commentaire peut-être un peu plus général. Je pense que la problématique sur Charest est le fait que quand on a refait Charest au complet au début des années 2000, on a complètement oublié le segment entre Montmartre, pas Montmartre, Montmagny et Verdun. Et c'était déjà prévu à l'époque que le réaménagement de Charest, avec particulièrement Marie de l'Incarnation, que ça serait beaucoup plus convivial. C'est sûr que dans le projet là, qui est comme évolutif, c'est une trop grosse solution. Mais je pense que on ne réglera pas le problème de Charest tant qu'on n'aura pas refait là, ce segment-là de Charest.
Puis enfin, dernière recommandation, quand la ville va avoir ses nouveaux radars photo, je suggère d'en installer un pour la vitesse et les feux rouges au coin de Charest puis Marie d'Incarnation. C'est bien noté pour Photoradar et sachez que c'est la recommandation principale qu'on a fait. Projet de loi 48 de la ministre des Transports de la Ville de Québec puisse décider de où elle met ses radars photo et avoir sa pleine autonomie à cet effet-là et que les photoradars ne soient pas juste pour la vitesse, mais aussi d'autres, des feux de circulation, les feux rouges, mais aussi le respect des couloirs, par exemple, d'autobus. Donc, je me permets juste cette petite question avant de passer. Là, c'est techniquement la dernière personne qui a levé la main. Il en reste 5 en ligne. Si vous voulez prendre un tour de parole, levez la main, puis je vous donne un numéro. 7, 8, Pierre-Yves, 9. Je salue tout ce beau projet-là. C'est pour donner un peu le contexte de mon intervention. J'ai habité Charlesbourg-Wendake, sorti de la faune. J'étais un grand usager de l'auto. Puis quand je commençais à faire du vélo, moi, j'ai pogné des contraventions sur des pistes cyclables. Je me suis dit c'était terminé. Puis j'allais faire du slalom entre les voitures. Fait que j'ai toujours pris Marie de l'Incarnation. Puis, j'ai comme pas eu peur de la mort jusqu'à ce que je devienne papa puis ça soit important à ma vie. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, là, le projet de Pisclab, parce que Montmagny, c'est vraiment de la merde en vélo. Parce que comme les usagers de la voiture, les usagers du vélo veulent que ça soit efficace. Donc, quand c'est pas efficace, ben on prend le plus efficace, même si c'est plus dangereux quand on est jeune. Quand on est plus vieux, ben on considère puis on se fait chier sur Montmagny. Fait que merci. Désolé de mon langage, mais ça, c'est une considération. Deuxième considération, comme moi, j'ai pas besoin d'être très poli parce que c'est du travail. Pour eux, c'est le travail. Je pense que la vie d'un enfant, ça compte plus que notre impatience en voiture. 398 morts là, ou accidents. Désolé. Accident. C'est trop déjà un accident. On peut. C'est ça. J'étais le genre de personne qui faisait un petit peu d'impatience et de la rage en char quand c'était le trafic. Là. Mais quand on pense à un accident, c'est trop à comparer à 15 minutes de plus qu'on peut passer. Aussi, je suis un usager du chemin Sainte-Foy. Puis, une chose que j'ai remarqué qui me frustrait, c'était la distance entre les bollards qui permettent aux voitures de peut-être s'arrêter pour aller dire bonjour à un voisin puis repartir. Tu sais, c'est pas un stationnement, mais c'est un arrêt. Est-ce que, là, je sais que ça n'a pas l'air d'être dans votre mandat de mettre des pancartes disant pas le droit d'arrêter, parce qu'après ça, moi, ce que ça m'oblige, c'est de sortir du corridor, puis là, de devenir dangereux pour les voitures et pour moi-même. Fait que c'est une chose que j'aimerais pas devoir refaire pour remonter l'adrénaline sur Marie de l'Incarnation, là, mais même si ça me plaît quand même. En tout cas, fait que ça, c'est une chose. C'est une première question. Mon autre question, c'est est-ce qu'il va y avoir un accès à la cyclable nord de la rivière? Ou est-ce que parce que c'est vraiment du taponnage là, avec l'arrêt d'autobus, puis les fleurs, puis les gens qui attendent là pour l'autobus. Fait qu'on doit faire du cyclocross à cet endroit-là pour jumper la chaîne de trottoir. C'est un peu tannant quand tu es clippé à tes cale-pieds. Puis l'autre chose aussi, c'est est-ce que ça va être l'accès avec le stationnement du commerce sur le sud? Parce que là, le stationnement, on sait que le monde, quand ils sont en stationnement, ils s'attachent. Fait qu'ils ne regardent pas autour quand moi, je rentre sur la cyclable avec ma poussette puis mes rollers. C'est ça que je voulais dire. Merci. Je vais répondre à la première partie. Je vais laisser Véro parler là, de la connexion. Pour les bollards, on a observé, c'était la première année qu'on mettait ces bollards-là. C'était la première année qu'on a mis des distances de 12 mètres à certains endroits puis 6 mètres dans les zones commerciales. C'est ça les critères qu'on s'est donnés. Aux intersections, on mettait ça aux 3 mètres. On a pris bonne note des habitudes des gens, de comment on a vécu avec ça. Puis on va améliorer, là, si les dimensions ont été à changer, on va le faire. Au niveau du... c'était quoi la question déjà? Interdiction, ça, c'était un très beau commentaire. On y réfléchit activement. Honnêtement, on s'est posé beaucoup la question sur ce panneau-là, défense d'arrêter au lieu de défense de stationner. Là. Et on prend votre commentaire en note. Puis... Exact. Ça renforcerait le message d'interdiction. C'est bien noté. Merci. Pour la connexion, en fait, cette année, oui, on travaille à éviter la connexion dans le stationnement de la Galerie du Meuble. Donc, oui, dès cette année, il va y avoir une façon d'aller connecter à la hauteur de la rue Guyard à la piste de la rivière Saint-Charles. Par contre, pour la traversée du
du pont. Puis la connexion au nord, on le fera pas cette année, on va le faire dans le prochain tronçon. Donc, cette année, c'est dommage, là, c'est un des écueils du projet, là, mais la connexion avec la Saint-Charles va vraiment du côté sud. Puis il faudra aller traverser dans un autre des ponts de la rivière par la suite. Merci beaucoup, collègues. On va prendre quelques questions en ligne, puis après, je vous reviens avec les trois personnes qui restent en salle. Jonathan Bédard, comptez-vous faire des processus de participation publique plus en co-construction lorsque vous, le CVC, deviendra plus permanent? Sur Saint-Vallier, ça avait manqué un peu, je trouve. Oui, en fait, je voudrais que nous aussi, l'équipe des corridors Vélocité, on a 1 an et demi à peu près. On est tous des gens qui travaillent à la ville depuis plusieurs années, mais on s'améliore nous-mêmes dans le processus et on désire faire des séances plus en amont de collecte de besoins, d'enjeux, un petit peu plus en co-création. Donc oui, pour les prochaines années, on souhaite faire ce genre de choses-là. Pour le projet Marie l'Incarnation, comme on le dit en ce moment, on est en mode évolutif. Le jour où le projet permanent va s'en venir avec des infrastructures plus importantes, on a le désir de faire un processus de consultation plus en amont, avec des collectes de besoins plus en amont et tout ça, donc d'avoir un lien direct avec les citoyens plus en amont du projet. Donc, évolutif, c'est sûr qu'on a une marge de manœuvre pour réagir par la suite, fait qu'on s'ajuste dans le temps de travail que ça nous demande, mais pour le permanent, on a des processus plus en amont, plus costauds. Est-ce que vous avez dit en amont? Oui, j'ai dit. 4 fois. Je pense que c'est en amont. Merci beaucoup pour la réponse. Aussi, OK, ça on le fait. Madame Turcotte, bonjour Madame Turcotte. J'aurais une question. Il me semble y avoir un endroit un peu problématique vis-à-vis du quai de livraison du métro Ferland. Y a-t-il une solution à cet endroit précisément? Il y a très souvent de gros camions qui empiètent sur le trottoir et dans la totalité d'une voie. Merci Mme Turcotte pour la question. On est allé en fait rencontrer le métro. On a fait une visite terrain avec eux autour de leur site, tout ça. On a essayé de décortiquer tous les enjeux. Au minimum, il y aura du marquage vert comme à Escompte-Fortin que Jérôme a parlé pour souligner la présence des vélos pour cette année. Mais c'est un lien. Eux ont des travaillent avec leurs fournisseurs aussi à diminuer les tailles de camions, à faire des livraisons à 5 heures du matin, ces choses-là. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec eux pour travailler le nœud de ce petit coin-là en particulier. Là, on a eu la chance de pouvoir collaborer en amont. C'est ce que j'allais dire. Vous avez fait ça en amont en plus. C'est formidable. Merci. Merci. Ensuite, attendez voir. Dominique Champagne, en direction sud, l'entrée du carrefour 707 est problématique. Avec la piste cyclable, les automobilistes qui vont faire leurs épiceries risquent assurément de former un bouchon. Les cyclistes risquent d'être vulnérables. Alors, on parle en direction sud, l'entrée du carrefour 707. Le métro Ferland? Ça doit être le métro Ferland. Bon, cette entrée-là, en fait, elle est très proche de l'intersection. Ce qu'on envisage au niveau de la traversée des cyclistes, elle va être en amont des automobilistes. Donc, ils auront le temps de dégager l'accès lorsque les autos viendront au niveau de l'accès. Puis, on a également du fameux marquage vert qu'on va mettre aussi devant l'accès pour accentuer la présence des cyclistes devant l'accès. On va devoir de l'argent à David O'Brien. On lui verse 25 sous à chaque fois qu'on dit en amont ce soir. Merci beaucoup. Stéphanie Gamache, quand l'autobus arrêtera, les piétons devront débarquer dans la voie cyclable. Les piétons ayant une déficience visuelle feront comment pour éviter les cyclistes? Assurons Mme Gamache tout de suite. En fait, non. Tant que l'autobus va rentrer dans le lien cyclable, comme c'est le cas cette année, les piétons vont descendre directement sur le trottoir. Donc, au niveau de l'accessibilité universelle, il n'y a pas de changement à la situation actuelle. Merci. J'en prends une dernière en ligne avant de vous êtes patient en salle. Merci. Dominique Champagne, toujours. Vous avez eu le droit de parole 4 fois. Non, je vous taquine. Est-ce que le Carrefour serait game d'investir afin de réaménager leur stationnement, afin d'aménager une entrée directement sur Charest? Alors, il faudrait leur demander. C'est noté, mais c'est malheureusement hors de notre contrôle. Bonsoir. Sylvain Simoneau, je suis au conseil de quartier de Saint-Sauveur. Je suis un cycliste aussi assez aguerri qui n'ose pas aller sur Marie de l'Incarnation à l'heure de pointe.
Puis peut-être plus des questions complémentaires pour l'intersection Charret, Marie-Incarnation. Je vous souhaite de réussir à faire la quadrature du cercle, là, donc c'est pas évident. Une de mes inquiétudes, c'était le secteur de l'accès au métro. Ce qui est envisagé d'empêcher la sortie du stationnement du métro à cet endroit, sur Marie-Incarnation. J'ai plus peur des gens qui sortent du stationnement, moi, que de ceux qui rentrent dans le stationnement à cet endroit-là. Autre inquiétude, donc, elle va être à l'extrémité nord du CVC. Le cycliste aime ça en ligne droite. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont traverser le pont en ligne droite. Mais c'est quelque chose qui est prévu pour les aviser qu'il y a beaucoup d'aménagement, qu'ils s'en vont dans une zone très, très dangereuse. Oui, en fait, encore une fois, comme on vous l'a mentionné, c'est un tronçon qu'on veut travailler éventuellement. On va revenir éventuellement avec la réalisation. Donc, l'objectif, c'est pas de laisser une situation traîner non plus. Il y aura de la signalisation fin de lien cyclable et de la signalisation pour aller emprunter la rivière Saint-Charles aussi. Vous avez raison qu'on se doute qu'il y a des gens qui risquent de poursuivre, mais ça va être facile sur le terrain là, de comprendre comment aller se connecter à un autre lien cyclable à cet endroit-là. Donc, c'est ce qui est envisagé là, pour l'instant. J'ajouterais peut-être que le lien Vimy, le lien du chemin Sainte-Foy qui se termine à Vimy actuellement, se termine un peu de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas la même chose que Marie-Incarnation, mais on a réalisé quand même les gens, beaucoup, vont tourner à gauche quand même pour aller rejoindre le lien existant. C'est assez surprenant comment que les gens vont utiliser le lien existant quand il est bien identifié. Il risque d'avoir des gens qui vont continuer. On est conscient de ça, mais ils sauront qu'ils le font en connaissance de cause. Oui, c'est juste pas du tout le même environnement et t'as comme plus nulle part où aller après, là, comme cycliste aussi. T'es patiente, c'est à ton tour. Là, j'ai plus de main levée. Pierre-Yves pour un deuxième tour. Oui. Oui, allô, Catherine du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, responsable aussi du Comité des piétons et des piétons de notre quartier. Merci pour le projet. Je pense que de façon générale, tous les projets qui peuvent augmenter la sécurité des personnes les plus vulnérables sur la route dans notre quartier est bienvenu. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'interventions qui sont proposées ce soir. J'ai deux interventions. Ma première question, c'est peut-être, vous avez parlé beaucoup au niveau des effets d'apaisement de la circulation autour de l'école Saint-Malo, mais est-ce que de ce que vous prévoyez, on garde quand même si les voies sont rétrécies un peu, on garde quand même 4 voies de circulation automobile sur l'ensemble de la route. Est-ce que vous escomptez quand même que votre projet va avoir un effet réel sur l'apaisement de la circulation en dehors du pourtour de l'école Saint-Malo? On sait que la vitesse est excessive sur la longueur de la route, il y a énormément d'infractions routières, ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur ce que vous percevez, surtout que je pense quand même qu'au niveau du chemin Sainte-Foy, l'expérience vous avez quand même montré qu'il y avait la diminution de la vitesse n'était pas si importante que ça après la première année. Fait que, on a un 5 km/h quand même de moins. Mais tu sais, c'est pas si... Mais, je dirais que c'est quand même très bon de voir ça. C'est vraiment mieux que rien. Puis 5 km/h, c'est quand même notable. Au niveau de l'école, il y a le marquage qui est vraiment accentué par rapport au reste de l'axe, mais effectivement, la réduction de voies va être la même sur toute l'axe. Donc, on va vraiment réduire la largeur des voies, l'aspect visuel aussi avec les bollards. Fait que on s'attend à ça, on va l'évaluer, mais on s'attend à ce que ça apaise la circulation, la vitesse sur toute l'axe. Puis, on a accentué au niveau du marquage le secteur de l'école, là, donc davantage qu'ailleurs. OK. En fait, aussi, on a un travail sur les feux de circulation qui sont faits. Donc, tu sais, on le sait en ce moment, l'Incarnation, des fois, c'est un petit peu du stop and go, surtout dans la portion où il y a plusieurs feux de circulation en lignée. Donc, on travaille à mieux fluidifier ça. Puis des fois, ça peut paraître contre-productif. Le fait de fluidifier va nous aider à diminuer les comportements aussi dangereux. Je sais que c'est un peu contre-intuitif de le réfléchir de ça, mais ça nous aide à diminuer les manœuvres sur une jaune, teinte orange, puis des choses comme ça, là. Fait qu'on veut le travailler comme ça. Puis on n'en a pas parlé parce qu'on rentre vraiment dans le technique, mais on souhaite ajouter un tout rouge aussi. On n'en a pas parlé, mais actuellement, ça n'existe pas sur Marie de l'Incarnation. Quand les cycles changent, il y a aucune seconde où tout est arrêté. Comme sur Charret présentement depuis un an ou deux, c'est ça?
On a mis des tout rouges à certains endroits, là, justement à travers tous les travaux qu'on va faire sur Marine-Incarnation. Comme je vous disais, on remet ça à neuf. Vraiment, toutes les intersections sont mises à 120 secondes au lieu de 130 secondes, donc les cycles sont diminués. Les temps de piétons vont augmenter de jusqu'à 50%. On va ajouter du tout rouge aussi entre chacune des phases pour s'assurer qu'il y a un temps d'arrêt pour tout le monde avant qu'on parte. Le tout rouge, c'est comme sur Charest, présentement sur Charest depuis 1 an ou 2. Là, Je crois que c'est comme Charest. Ah, OK, bon, en tout cas, ça ressemble à... En fait, OK, expliquons le tout rouge. Il y a une jaune, puis là, quand la jaune s'éteint, normalement, le vert là, de l'axe qui est perpendiculaire part quasiment instantanément. Et là, on va donner un temps d'arrêt à toutes les approches. Ils vont avoir 1 seconde où personne ne va avoir du vert, nulle part. Et là, après ça, on va partir le vert de l'approche perpendiculaire ou le piéton. Ou, entre chacune des phases, on va donner un temps d'arrêt pour que là, les gens qui passent à la jaune, qui passent à la rouge, ben, on protège les gens qui voulaient marcher dans la rue tout de suite après. Voilà. Merci beaucoup. Puis, concernant l'intersection Charest, vous nous avez demandé au début, c'est quoi nos souhaits, nos préoccupations. Nous, entre autres, on a fait une marche exploratoire sur Charest avec certaines personnes. Puis les commentaires que nous, on a reçus au comité des citoyens, vraiment, il y a une préoccupation énorme concernant cette intersection-là en termes de sentiment de danger, d'insécurité, de stress vécu lorsqu'on est dessus, qu'on doit la traverser, peu importe la manière. Fait que, pour nous, ça serait ça la priorité de d'abord, sécuriser le plus possible avec les moyens que vous avez là, dans le cadre de ce projet-là, cette intersection-là. Rapidement, là, dans les 4 intersections, là, la seule pour laquelle les gens se sentent en sécurité d'attendre, c'est celle avec le HLM, là, sud-est, pardon. Toutes les autres intersections sont trop étroites de façon générale. Le trottoir, là où il y a le garage, là où le métro aussi. Puis les îlots refuges, présentement, on est coincé 2 personnes dessus, là, puis c'est un peu n'importe quoi, puis en plus l'hiver, là, fait qu'il y a aussi cette question-là, toute à la fois la traversée, mais aussi l'attente entre les traversées, la proximité du trafic, et ainsi de suite. Fait que, ça va être toutes des choses qu'on vous suggère de travailler. Excellent. Merci beaucoup, monsieur. Tout à l'heure, parmi les choses que je saluais, j'ai oublié de saluer le fait qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur le transport en commun, même si je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas des quais temporaires compris sur Marie de l'Incarnation, mais je comprends très bien que tu veux le tester un peu mieux sur chemin de Sainte-Foy avant de le faire. Tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il y aurait des changements au feu et notamment des protections pour permettre aux cyclistes de passer sur la verte sans qu'il y ait des véhicules qui virent à droite ou à gauche. Je voulais savoir si ça allait être une occasion d'en profiter pour permettre également aux piétons d'avoir un comportement normal et de traverser la rue en même temps que les cyclistes si c'est protégé. En ce moment, la seule intersection où on envisage ça, c'est au niveau de Charest et Marie-l'Incarnation, où on a déjà implanté du concourant. Donc, c'est vraiment ça qu'on travaille en ce moment. On veut s'assurer que le concourant piéton et le concourant cycliste soient confortables puis réguliers, justement, également. Là, on doit appeler la phase concurrente. Des fois, on attend 2 cycles avant qu'elle arrive. Bon, il y a des éléments vraiment améliorés du concourant qu'on connaît à cet endroit-là. Oui, donc la réponse est oui, mais vraiment à l'intersection Marie-l'Incarnation-Charest, on veut adresser on veut synchroniser la marge du piéton et du cycliste vraiment à cet endroit-là pour sécuriser leur traversée. Mais ça vient, comme le dit, je réfère à l'autre commentaire d'avant, là, ça vient aussi avec des compromis pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit avec ces piétons-là et ces cyclistes-là, donc pour retenir des virages pendant ces moments-là. Ah oui, ça c'est partout. Le concourant cycliste, ça va être comme le chemin Sainte-Foy à toutes les intersections. Donc, ce qu'on connaît, c'est un concourant cycliste donc, qui va circuler avec le feu vert. On va avoir la mise au rouge et là, on aura les feux piétons pour tout le monde qu'on connaît. Oui, il y aura des feux cyclistes, c'est ça. Donc, le cycliste va circuler avec la circulation automobile dans l'axe de Marie-l'Incarnation. Il y aura des feux cyclistes. Puis, aux intersections où on devra le protéger, on va activer le feu cycliste en amont des... Je ne voulais pas faire un jeu de mots, mais... c'est ça. Donc, quelques secondes, on parle de 5 à 8 secondes. Oui, c'est ça. 5 à 8 secondes avant les feux automobiles. Donc, dans certains cas, justement, comme Marie-l'Incarnation et Charest, là, on parle d'une phase complètement protégée. Donc, où le piéton et le cycliste vont avoir leur phase là, concurrente. Il n'y aura pas de croisement de piétons et de cyclistes non plus à cet endroit-là. Là, c'était ça le défi.
Bonsoir, Francine Bouffard. Je demeure sur Marie de l'Incarnation. Je suis pas une cycliste, mais je suis une piétonne de haut niveau. Alors, l'avantage que je vois de la piste cyclable pour moi, je vais éviter des accidents parce que je croise énormément de vélos sur le trottoir et à plusieurs reprises dans mon dos. Et tu sais, des fois, on se promène, des fois, on a un petit peu à droite, il y a un petit trou d'eau, on pense pas de se faire frapper. Donc, ça, c'est le gros avantage que je vois d'avoir un accident sur le trottoir parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Puis il y a beaucoup de gens âgés, des vieilles madames comme moi sur le trottoir. La question que j'ai, par contre, c'est, moi, j'ai pas d'auto, j'ai pas de vélo. Je peux, à l'occasion, commander un taxi. Vu que je demeure sur Marie de l'Incarnation, comment va faire mon taxi? Est-ce que je vais devoir demander qu'il vienne me prendre sur une rue transversale ou s'il va pouvoir se mettre, mettons, sur les flasheurs, comme on dit, et me prendre? Parce que des fois, moi, j'ai ma valise pour partir en voyage. Là, je fais quoi avec ça? Est-ce qu'il y a possibilité ou non? Écoutez, l'idéal, ça serait que non. Ça serait soit d'utiliser une entrée charretière d'un voisin ou d'un commerce à proximité ou bien d'aller dans les rues transversales. Par contre, je sais que ça vous concerne pas pour vous, mais sachez, on l'a pas mentionné dans le projet, il y a un règlement au Québec qui permet à la STAC, donc au transport pour personnes adaptées ou aux taxis qui transportent des personnes à mobilité réduite, d'entrer dans la bande cyclable, de stationner et de descendre. Donc, je sais que c'est pas votre cas, puis actuellement, ça vous aidera pas, mais sachez que si éventuellement dans votre vie, vous aviez des enjeux de mobilité, à ce niveau-là, il n'y aurait pas d'enjeu. C'est sûr que pour le taxi, l'idéal, ça serait de ne pas le faire dans le lien cyclable. Là, je comprends que c'est un désavantage pour vous. Oui, ça, vous avez tout à fait raison. Jean-Thomas, je fais le tour. Pour toi. Ça, c'est toi. Merci, bravo pour ce que vous présentez. C'est très intéressant parce que pour répondre aux questions, là, moi, ce qui m'importe, c'est la sécurité, c'est la vitesse des déplacements pour les cyclistes, les piétons. Donc, je vois beaucoup d'améliorations par rapport à ça et j'en suis fort heureux. Puis, c'est ça, j'ai des jeunes filles qui fréquentent le camp de jour proche de l'école Saint-Malo, puis c'était une préoccupation l'été passé. Donc, pour me rendre au camp de jour, je zigonnais à travers les petites rues, puis même là, c'était pas sécuritaire, notamment sur Raoul-Jobin. Et moi, j'habite à l'ouest de Marie-l'Incarnation, et donc Montmagny n'est pas une option pour nous. Ça veut dire faire un détour, c'est vraiment, ça nous place en danger plus longtemps. Donc, Marie-l'Incarnation, l'été prochain, sera, si vous le faites suffisamment rapidement, le chemin qu'on va emprunter. Puis, j'en suis bien content. J'ai une question bien... c'est un détail, là, mais quand on roule sur Marie-l'Incarnation direction nord, il y a une interdiction de tourner à gauche sur Saint-Vallier, donc vers l'ouest. C'est un feu vert qui est là. Est-ce que ça serait possible juste de mettre une flèche pour aller tout droit, puis une flèche pour tourner à droite? Comme ça serait plus évident qu'une interdiction, qu'un panneau là, supplémentaire à surveiller. Donc, je pense que ça devrait être comme ça à toutes les intersections où il y a ce type d'interdiction. C'est ma petite 2 cents, comme ils disent. Bon, c'est un bon commentaire. Puis Hélène, corrige-moi, là. C'est meilleur que moi à ce niveau-là, mais à cet endroit-là, c'est que de l'autre côté, on a toutes les manœuvres permises, là, puis on va afficher un plein vert. Normalement, on n'affiche pas un plein vert d'une direction et des flèches de l'autre. C'est vraiment par uniformité, pour que les gens comprennent aussi l'environnement, je dirais. On va toujours avoir le même type d'équipement des deux côtés. Merci. Effectivement. Ah, voilà. Mais aussi, vu qu'on n'a pas de baie de virage à droite nécessairement, c'est peut-être un cas que les flèches de virage à droite sont moins nécessairement appropriées, mais je le note quand même. Hein. On est en cours, on a de l'analyse. Merci. Est-ce qu'il nous reste des questions en ligne? Non. Non, on fait le tour.
Est-ce qu'il reste des questions en salle déjà qui ne sont pas intervenus en priorité? Donc, ceux qui sont intervenus en deuxième tour, monsieur? Explique des choses, on est là pour ça. Vous allez voir, c'est une question rapide. On sait que c'est en 2024. Est-ce qu'on sait à quel moment c'est supposé de commencer et à quel moment c'est supposé de finir? On vise une implantation terminée vers le 1er août. On vise. Il peut arriver, tu sais, l'année passée, chemin Sainte-Foy, il n'y a plu pendant 2 semaines, puis le marquage n'a pas pu être fait pendant 2 semaines. Fait qu'il faut rester ouvert avec ces dates-là. Mais normalement, vers la moitié de l'été, là, le lien va être fonctionnel. Ça va? Pas d'autres questions? Oh, Marc-André. Est-ce que dans ce réaménagement-là, qui est quand même temporaire, vous avez des segments de Marie de l'Incarnation que vous allez être obligé de réasphalter à cause des trottoirs, des bouches d'égout, là? En fait, il n'y a pas de de resurfaçage complet, comme on a connu sur le chemin Sainte-Foy. Le chemin Sainte-Foy était à faire, donc on a profité de l'opportunité. Dans ce cas-ci, comme on anticipe un projet souterrain dans les prochaines années, on ne veut pas repaver là, par souci de saine gestion des fonds publics. Par contre, il y aura du pavage ponctuel à certains endroits où la chaussée est en mauvais état, là, entre autres près des puisards. Donc, quelques ponctuels, mais pas unilatérales, là, comme on a connu sur le chemin Sainte-Foy. Ça va? Dans une république, les arbres enfoncés, des fois, le long de la rue, les cyclistes passent, Ça, on ne l'avait pas fait l'an passé là, dans nos projets. Là, c'est vraiment un petit peu nouveau. On s'assure que ça va? Donc, c'est quelque chose de nouveau. Là, on n'a pas fait ça l'an passé. Je ne me sais pas, entre autres. Là, cette année, on veut vraiment s'assurer que le puisard soit au niveau de la circulation. Excellent. Je ne vois pas d'autres mains levées ou d'autres interventions. Donc, conclure en avance. Premièrement, merci à vous toutes et tous de votre présence. C'est très, très apprécié. Par contre, avant de partir, je sais qu'on n'a pas beaucoup répondu à la question concernant Marie de l'Incarnation Charret. Si vous voulez venir discuter quelques instants pour donner votre opinion, est-ce qu'il devrait être priorisé? Est-ce qu'on attend moins pour les piétons? Est-ce qu'on garde toute la fluidité des autos, tous les virages à gauche possibles et tout? Je vous invite à venir voir Véronique. Merci beaucoup. Jérôme, David ou Hélène, ils sont disponibles pour prendre vos derniers commentaires avant que vous quittiez à cet effet-là. C'est vraiment très important pour nous ce soir. Un énorme merci à Dave, à la technique et à l'animation. Merci à Pierre-Luc aussi, à la technique et à l'animation. Sérieusement, la présentation sera déposée en ligne également. Si vous voulez y retourner, faire le tour, remarquer des détails, des questions que vous avez, vous pouvez nous contacter aussi, ça va nous faire plaisir. On parlait d'évolutif, on est venu vous voir en amont, on l'a dit une couple de fois, et je vais vous laisser le mot de la fin ou vous prenez d'autres questions. Là, il y a des gens qui lèvent la main, donc on va donner la chance à mademoiselle. Ça va être super simple. En fait, où est-ce qu'on peut aller chercher ça en ligne? Puis l'autre question, c'était quoi déjà? Ah oui, quand vous disiez, c'était pas vous qui vous occupez des panneaux là, de circulation, c'est qui? Comme la vitesse. la vitesse. Mais tu sais, on parlait du 30% là, tantôt. Je vais essayer de vous répondre tout simplement. Donc, vraiment, nous, on est une équipe projet, on va faire des recommandations, puis on va implanter les éléments sur place. Mais il y a des éléments qui sont à valider avec d'autres de nos collègues. Puis ça, la vitesse, on doit la valider par le service des transports et de la mobilité intelligente, qui, je dirais, ont dans leur domaine d'expertise vraiment les vitesses. Je travaillais là avant. Non. C'est au municipal, c'est ça. C'est mon ancienne équipe. Okay? C'est juste qu'on doit s'assurer que nos collègues qui travaillent dans la sécurité routière, s'assurer que les vitesses soient payantes. Avec eux, on doit valider cet aspect-là. À ce moment-là, je peux appeler 311 pour signaler, tu sais, comme... Oui. Bon. Ouais. En fait, on leur parle déjà de ça. Mais on m'avait déjà dit, en fait, puis là, peut-être qu'on s'éloigne un peu, mais moi, j'avais appelé pour des stops... ça fonctionne pas dans mon coin. Puis, on m'avait dit que c'était le MTQ qui s'occupait de ça. Bien, ça dépend de quelle intersection. Mais il y a peut-être des intersections avec des rues du MTQ, provincial. C'est quelle rue, en fait, le stop que vous faites? Anna Raoul Jobin.
Je vous confirme que c'est municipal. Donc, c'est vraiment au niveau municipal qu'on peut choisir. Peut-être que ce qu'ils vous ont dit, c'est qu'au niveau des normes, c'est provincial et que les normes sont du MTQ. Donc, on ne peut pas dévier de ce que le MTQ nous propose comme norme, vraiment, d'application de ce panneau. OK. C'est ça. Il y a des normes que le ministère nous dit, vous devez respecter tel critère avant de pouvoir mettre un arrêt. OK. C'est bon. Eux autres sont pas sur le terrain pour voir à quel point les voitures sur Raoul Chabin clenchent. Mais bon, c'est ça, je pense, un autre dossier, là, mais effectivement. Je me demandais, on n'a pas parlé. On prend note, pour vrai. On prend note. On parle à ces gens-là. Ben, tu sais, comme le corridor scolaire, là, au complet devrait être sécurisé, puis il devrait avoir un corridor scolaire comme, tu sais, comme, bon, tu sais, avec le vrai tracé que les enfants font, pas avec ce que on s'est imaginé que ça pourrait être. On n'a pas parlé, mais la déviation du trafic, c'est quelque chose comme qui nous préoccupait un peu au comité. Est-ce que c'est des choses que vous avez, tu sais, entre autres, Raoul Chabin est content, tu sais, comme il y a full pin voiture, à cause que c'est pour rentrer dans le quartier industriel. Puis là, on se demandait justement, il y avait d'autres rues là où est-ce qu'on était là, ça va être problématique si des vies, puis tu sais, avec les changements de marque d'incarnation, est-ce que les gens vont avoir tendance à emprunter d'autres chemins, puis que ça va rendre comme le quartier un peu moins sécuritaire? C'est des excellentes questions. C'est justement dans des éléments de réflexion pour Marie d'Incarnation, entre autres, sécuriser les piétons, les cyclistes à cet axe-là. Est-ce qu'il y a une manœuvre qu'on veut retenir, dont un virage à gauche de 73 véhicules, par exemple? La maudite baie de virage qui est tout croche, ben, elle permet à ces 73 véhicules-là de tourner. Si on devait interdire le virage au profit de la circulation des piétons et des cyclistes pour les protéger lors de la traversée, en plus, on pouvait s'épargner cette déviation de voie-là. Ce que ça voudrait dire, c'est que le virage à gauche ne pourrait peut-être pas être permis à cet endroit-là. Donc, il faudrait interdire aux 73 véhicules de tourner. Là, ces 73 véhicules-là, il faut se dire, ils vont circuler où? Il ne faut pas qu'ils circulent dans des rues locales, puis qu'on compromette la sécurité sur ces rues-là. Donc, c'est en réflexion, c'est vraiment tout ça, la réflexion qui vont guider nos choix. Mais on ne fera pas une interdiction qui va compromettre la sécurité dans les rues locales, ça, c'est sûr et certain. Sachez aussi qu'on suit nos projets. Donc, c'est le genre de données qui, nous, dans le temps, on va suivre. T'sais, on a parlé un petit peu du stationnement tantôt. Ben, 1 an après la mise en place du projet, par exemple, nous, on va aller regarder c'est quoi l'occupation du stationnement maintenant qu'on en a retiré 46 sur Marie de l'Incarnation. Même chose, le transit dans les rues locales, qui est ce que vous dites, c'est le genre de choses qu'on évalue aussi. Fait que c'est pas... surtout que le projet est évolutif puis qu'éventuellement, il y aura un projet permanent. Mais c'est le genre de choses qu'on continue à suivre, même si ça paraît pas là, physiquement, c'est que ça paraît pas publiquement, là, mais nous, on les suit, ces données-là. Puis, si jamais il y a des enjeux, on est généralement en mesure de mettre en place certaines mesures de mitigation. Là, lesquelles, c'est dur de vous le dire parce que ça dépend vraiment, les gens arrivent où, de quelle façon. Est-ce que c'est qu'il y a trop de véhicules? Est-ce que c'est les gens roulent trop vite? Tout ça, on a une boîte à outils de choses qui fait qu'on pourrait venir intervenir au besoin, mais on peut rien garantir ou rien dire en date d'aujourd'hui parce que ça va être vraiment selon l'évolution des données. Par contre, les études de circulation qu'on fait actuellement, là, on n'a pas encore décidé pour Charest, fait que c'est sûr que là, Charest, ça va peut-être évoluer, mais les études de circulation qu'on fait actuellement ne nous soulignent pas d'augmentation de transit dans les quartiers résidentiels où l'impact est très, très mineur. Après ça, selon les choix qui seront faits à Charest, on verra si ça change, mais pour l'instant, on ne l'a pas présenté aujourd'hui comme impact. Parce que c'est pas un impact qui est anticipé pour ce projet-là. Là. Oui, juste, désolé, un dernier petit point. Tout à l'heure, il y a une personne qui mentionnait qu'elle ne mettrait pas de l'argent là-dessus parce qu'il y a un projet définitif qui s'en vient. Juste à titre d'information, est-ce qu'on a une idée? C'est quoi? Genre, ça coûte combien? Là? Pas juste le marquage, là, pas de travail aussi, par rapport au projet de réaménagement d'infrastructures souterraines là, en ordre de grandeur. C'est vraiment pas cher. Vraiment, là, la différence de coût. Avez-vous une fourchette, les gars? Je vous entendais discuter. C'est comme un bon exemple. Oui, vas-y donc. Ben, avec le micro, Jérôme? Oui, ben où? On va sortir le chiffre exact, là, vraiment. Mais au niveau du marquage et de la signalisation, on parle de très peu pour les bénéfices, là, c'est sûr et certain. Si je me souviens bien, pour le chemin Sainte-Foy, c'était en bas de 200 000. Là. Mais ça incluait...
C'est ça, c'est vraiment rien. Je veux dire, c'est très peu pour le bénéfice là, Puis, par rapport à d'autres projets permanents. fais-tu le marquage à l'interne cette année? Pour Marie de l'Incarnation, on va donner des mandats, mais c'est régi à l'interne. Donc, l'exécution se fait via nos cols bleus, via l'équipe d'entretien de votre circulation. OK. Ça, c'est nouveau également. On apprend à travailler de façon plus autonome, puis on prend de plus en plus là, cette expertise-là avec ces nouveaux projets-là. Ouais. Ça a coûté de la peinture, quelques panneaux, quelques patchs d'asphalte que de toute manière, on aurait peut-être refait. Alors, le chemin Sainte-Foy, c'est un lien de 2,4 km qui avait coûté là, au total, incluant le marquage vert, voilà, l'ensemble des travaux liés uniquement au lien cyclable. On n'est pas le pavage là-dedans parce qu'il était dû pour être fait, là, 345 000 pour 2,4 km. Donc là, on est à 1,2 quelques kilomètres. Donc, si on fait une règle de 3, là, ça peut peut-être être ça. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Les collègues sont disponibles pour prendre vos commentaires concernant Marie de l'Incarnation et Charest. Bonne fin de soirée à tous et toutes. Charlie.